messieurs, je demande quelques minutes d'attention. Je m'appelle Michel André. Et d'abord, je voulais vous remercier d'être là pour cette première édition de la Biennale des Écritures du Réel. Je voulais vous remercier d'être là avec nous pour cette première édition de la Biennale des Écritures du Réel. Et de cette première partie qu'on vient d'avoir, je voudrais aussi la saluer. Je voudrais remercier M. Bernard Stiegler d'être là ce soir avec nous. Merci. Je voudrais remercier Radio Grenouille qui va enregistrer et capter cette rencontre, cette conférence. Je voudrais remercier la librairie L'Histoire de l'Œil. C'est une librairie importante pour nous puisqu'elle suit, qu'elle essaye de nous faire percevoir toute cette littérature des Écritures du Réel. Je voudrais remercier l'Espace Julien avec qui nous avons inventé cette soirée. Et en deux mots, je ne vais pas... J'avais préparé un parcours, le CV de Bernard Stiegler. Je pense que vous pouvez trouver beaucoup de choses sur ARS Industrialis, une association qu'il a créée. Il en dira peut-être quelques mots tout à l'heure. Je veux être court et juste rappeler que la Biennale, c'est une plateforme de contribution d'associations, de maisons de quartier, de centres sociaux, de théâtres. Je ne pourrais pas tous les citer ici. Et de vous dire que c'est ça, c'est un espace de complémentarité. Et donc il me semblait naturel d'inviter le philosophe Bernard Stiegler qui travaille sur cette économie de la contribution. Je m'arrête là. Je vous propose une heure de rencontre, une heure de conférence, et puis un échange avec la salle. Encore une fois, merci d'être là et de penser avec nous. Bonne soirée à vous et à tout à l'heure. Bonsoir à tous. Merci à Michel André et à cette biennale de m'avoir invité ce soir. Je voudrais vous dire que j'ai rencontré Michel André il y a à peu près un an. Je l'ai invité d'ailleurs il y a 6 mois environ au lieu unique de Nantes pour qu'il présente un petit peu le travail qu'il fait avec la Cité. Et puis ensuite il m'a proposé de participer à cette rencontre, ce que j'ai accepté avec beaucoup de... Enfin, immédiatement, quoi, sans hésitation. Parce que je crois que le travail qui se fait ici, qu'il engage avec tous ses partenaires, est un travail absolument indispensable et qui s'inscrit dans une nécessité historique, j'ose dire, employer ce terme un peu grandiloquent. Et par ailleurs, participer à un événement qui s'appelle l'Écriture du Réel, évidemment, ça m'a fait penser, je crois que la référence est évidente, à ce qu'on appelle le cinéma du réel. C'est un festival qui a lieu en ce moment même au Centre Pompidou d'ailleurs, où Jean Rouch, un anthropologue qui est connu surtout comme un cinéaste aujourd'hui, mais qui au départ a utilisé la caméra pour faire de l'anthropologie, a joué un rôle très important. Et la caméra, je voudrais en dire un mot aussi, parce que le travail de Michel André, je ne le connais que par la caméra de Florence Fiorret. La caméra qu'elle utilisait pour enregistrer des interventions de jeunes gens de Marseille qui ont contribué à un travail que Michel André et elle ont organisé. J'aime bien aussi ce nom de la Cité pour une troupe de théâtre, pour une maison de théâtre, puisque vous le savez bien, le théâtre est né dans la Cité et pour la Cité. Il est même, on pourrait dire, la condition de la Cité, en tout cas pour les Grecs, pour ceux qui ont inventé la Cité. J'ai un petit peu hésité sur ce que je vous dirai ce soir. J'ai à un moment donné envisagé de vous parler d'un film d'un grand cinéaste iranien qui s'appelle Abbas Kiarostami et qui met souvent sa caméra au service des gens. Et en particulier d'un homme dont je ne vous parlerai pas longtemps parce que vous n'avez peut-être pas vu ce film, qui s'appelle Close Up, qui est un film donc d'Abbas Kiarostami, et que Kiarostami a fait par accident, si j'ose dire, comme d'ailleurs beaucoup de choses qu'il a faites. Kiarostami est connu pour avoir fait des films basés sur des événements qui traversaient son pays, comme par exemple Le vent nous emportera, qui est un film qu'il a fait dans le cadre d'un tremblement de terre dont vous avez certainement entendu parler.
Un jour, il était en train de tourner un autre film. Il avait rendez-vous avec un autre metteur en scène de cinéma très connu en Iran, qui s'appelle Hossein Makhmalbaf. Il avait rendez-vous avec lui, je crois, pour résoudre des problèmes de matériel dans le cadre d'une production en cours. Il était venu dans son bureau ou dans son appartement. Et puis, Makhmalbaf n'était pas encore là. Et tout à fait par hasard, Kiarostami a pris un journal qui traînait sur une table. C'est un magazine qui s'appelle Sorouche, qui est une sorte de, je sais pas, de magazine comme Match. Enfin, Match, ça ne peut peut-être pas exister en Iran, heureusement pour l'Iran, mais quelque chose un journal un petit peu qui couvrait notamment des histoires à scandale et des choses comme ça. Et puis il s'est aperçu qu'un type venait d'être arrêté, qui s'appelait donc Hossein Zabzian. Il était en prison depuis peu de temps. Il avait été arrêté avec l'aide de ce journal d'ailleurs, d'un journaliste de ce journal. Il avait été arrêté parce qu'il s'était fait passer pour Makhmalbaf, dans un contexte tout à fait là aussi accidentel. Un jour, il avait pris un bus et il avait dans sa poche un bouquin qui était en fait le scénario d'un film de Makhmalbaf. Ce film s'appelle Le Cycliste, c'est un film très connu. Et il aimait beaucoup ce film. Et comme il aimait beaucoup ce film, il avait acheté le scénario du film pour pouvoir lire le scénario et mieux comprendre le film. Et puis quelqu'un s'est assis à côté de lui, une dame assez bien vêtue. Enfin, plus exactement, c'est plutôt lui qui s'est assis à côté d'elle pour prendre son bus. Il a commencé à lire son bouquin, Le Cycliste. Et la dame lui a demandé « Mais où avez-vous trouvé ce livre ?» Et ça a bien répondu, un petit peu, peut-être par distance, comme ça, dans une librairie, une manière de lui dire « Où voulez-vous que je l'ai trouvé ?» Elle lui dit « Oui, mais où? Dans quelle librairie? Je voudrais l'acheter. » Et là, il lui dit « Je vous le donne. » Et la dame a été un peu, je sais pas, elle a dit « Mais il n'est pas question que vous me le donniez, je voudrais l'acheter. » Il a insisté, il a dit « Je vous le donne. C'est d'ailleurs moi qui l'ai écrit. » Et moi, je crois qu'il a fait ça pour forcer la dame à accepter son cadeau. Parce qu'en Iran, c'est un peuple civilisé, l'Iran. Il faudrait que M. Guéant y aille faire un tour un jour. Et dans cette civilisation très ancienne d'ailleurs qu'est l'Iran, quand quelqu'un vous donne quelque chose, vous ne pouvez pas le refuser. Donc la dame a accepté le cadeau. Et elle lui a dit « Mais alors vous êtes Makhmalbaf ?» Alors lui, il avait raconté une petite salade pour lui offrir un livre. C'était un petit mensonge, et elle a cru à ce petit mensonge. Du coup, il s'est mis à y croire aussi. Il a dit « Oui, oui, je suis Makhmalbaf. » Et là, elle lui a dit « C'est formidable. Moi, j'adore ce que vous faites. Et d'ailleurs, mon fils aimerait beaucoup faire du cinéma. Est-ce que vous voudriez bien venir chez nous ?» Elle a dit « Oui, je viens chez vous. » Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé engagé dans une histoire incroyable où il s'est aperçu que la dame était l'épouse d'un colonel de l'armée iranienne qui habitait une très très belle maison. Ils l'ont reçu très bien parce que c'était le grand cinéaste Makhmalbaf. Et comme il croyait à son histoire, il s'est dit je ne vais pas les décevoir. Donc il leur a dit on va faire un film ensemble. Et puis finalement, ça a duré, cette affaire, pendant 2 semaines. Il a dormi chez eux. Et comme il était chômeur et qu'il n'avait pas un sou, et que quand il était monté dans ce bus, il n'avait pas mangé depuis 2 jours, il en a un peu profité, évidemment. Il est allé loin, d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, il a dit, on va faire un film, alors il faudrait abattre cet arbre, parce qu'il va nous gêner. Et donc, ils ont commencé à décider d'abattre l'arbre. Bref, tout ça a pris des proportions totalement invraisemblables. Et puis, par ailleurs, le colonel de l'armée et ses enfants, qui croyaient à cette histoire, parce qu'ils avaient envie d'y croire, ils se sont mis à se faire du cinéma. Zabzian lui-même s'est mis à se faire du cinéma. Et puis ils ont fait un film qui a mal tourné d'une certaine manière au départ, parce que finalement,
Le colonel de l'armée, un jour a ouvert un journal, il a découvert que Marc Malbaf était en Italie, à Venise, pour recevoir un prix. Il s'est dit, mais comment peut-il être à la fois à Venise et chez moi? Et là, il a commencé à comprendre que ce n'était pas Marc Malbaf. Il a téléphoné à la police, il a dit, il y a un escroc chez moi. La police a téléphoné à ce journaliste, qui a dit, je vais faire un scoop. Et puis finalement, il a été arrêté. Son arrestation a été prise en photo par ce journaliste. Et puis, le reportage est paru à peu près le lendemain de son arrestation. Et Kiarostami a trouvé ce reportage. Et à ce moment-là, il a pris, entre-temps, pendant que Kiarostami lisait cette histoire, il s'est dit, mais c'est un film extraordinaire qu'on pourrait faire. Marc Malbaf est arrivé entre-temps, il lui a dit, qu'est-ce que tu en penses? Tu es au courant de cette histoire? Marc Malbaf a dit, oui, ben, j'ai lu comme toi l'histoire. Et si on en faisait un film? Donc ils ont pris une caméra, et ils sont partis, ils ont téléphoné au journal pour savoir où étaient emprisonnés Zabzian. Et puis finalement, ils sont partis à la prison. Ils ont obtenu la possibilité de rentrer dans la prison. Et Kiarostami a interviewé Zabzian pour lui demander comment ça s'était fait, cette histoire. Et c'est Marc Malbaf qui filmait. Alors, tout ça pour vous dire que finalement, Zabzian a fait du cinéma. Il avait envie de faire du cinéma. Il a vraiment fait du cinéma. Et tout ça a donné un film magnifique que je vous recommande de voir, qui s'appelle Close Up. Et qui pose une question extraordinaire, c'est la question du mensonge. Mentir pour voir. Zabzian a menti pour voir, comme au poker. Ça a donné un film magnifique, mais celui-là aussi valu quelques jours de prison. Et en fait, je crois que ça s'est passé en Iran, pour une raison que je crois pouvoir mieux comprendre que certains occidentaux, parce qu'il se trouve qu'il y a maintenant pas loin de 10 ans, je suis allé en Iran. J'étais invité là-bas, c'était avant que Ahmadinejad soit élu, président de la République iranienne. J'ai été invité là-bas par des gens tout à fait surprenants pour moi. D'ailleurs, j'ai rencontré Kiarostami là-bas. Et je suis arrivé dans un colloque dont le sujet était la question de l'art et de la mondialisation. Et on m'a demandé de faire une conférence dans ce pays musulman qui pose parfois des problèmes, notamment qui me posait un problème à moi, parce que quelques mois avant que je me rende là-bas, une jeune fille avait été condamnée à la lapidation parce qu'elle avait commis un inceste avec son frère. Son frère et elle étaient condamnés à la mort par lapidation. Ça m'avait évidemment posé un problème. Et à travers toute une discussion que je ne vais pas vous raconter maintenant, j'ai négocié les conditions de ma venue en Iran. Et notamment, j'ai dit, je ferai une conférence qui aura pour titre « Dieu est mort ». Bon, je ne vais pas vous parler de ma conférence et tout cela, mais j'ai passé une semaine à Téhéran. J'ai pas mal circulé dans la ville. Un jour, j'ai pris un taxi parce que le consul de France m'avait, par courtoisie, invité à prendre l'apéritif chez lui. Téhéran, ça fait 50 km de long. Et quand vous allez du sud de la ville au nord de la ville, il faut 1h30 pour traverser la ville en taxi. Et donc j'ai fait 1h30 de taxi. Et dans ce taxi, j'ai entendu, pendant au moins une demi-heure, des espèces de propos en iranien, enfin persan exactement, que je ne comprenais pas, mais qui me semblaient sonner étrangement, très bellement. C'était des propos qui semblaient magnifiques. Et je voyais mon chauffeur de taxi qui écoutait ça passionnément. Alors je me demandais, mais qu'est-ce qu'il écoute? Ce sont des propos religieux, ce sont des propos politiques, de quoi s'agit-il? Et donc je lui ai parlé, il parlait anglais. Et à un moment donné, j'ai fini par lui demander, mais qu'est-ce que vous écoutez? Il me dit, j'écoute de la poésie. Je lui dis, ah bon, vous écoutez de la poésie? Il me dit, oui, j'écoute la radio de la poésie. Je lui dis, mais il y a une radio de la poésie à Téhéran? Il me dit, bien sûr, tout le monde écoute cette radio. Et là, je me suis aperçu qu'il s'est mis à prononcer les poèmes qu'il écoutait en même temps, pour me montrer qu'il connaissait très bien la poésie. J'ai découvert que les Iraniens, ce sont des gens très cultivés, très raffinés.
C'est plus tard que j'ai vu le film Close Up, et que dans ce film, j'ai aussi découvert que Kiarostami, il va d'abord interviewer, avant d'interviewer Hossein Zabian dans sa prison, il va d'abord interviewer les flics qui l'ont arrêté pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé, comment s'est passée l'arrestation, pourquoi vous l'avez arrêté. Ensuite, il va voir le plaignant, le colonel de l'armée. Puis il va voir Zabian. Et puis ensuite, il va voir le juge pour lui dire au juge « J'aimerais bien filmer le procès de ce monsieur. » Et le juge dit « D'accord, vous pourrez filmer le procès. » Mais à chaque fois, il les fait parler du cinéma. Et ce qui apparaît, c'est que tous ces gens-là sont absolument passionnés de cinéma. Alors Kiarostami a lui-même écrit un petit texte sur ce film. En plus, ce film a déclenché, de la part de Mark Malbaf, un autre film qui s'appelle Salam Cinéma, ça veut dire Salut le cinéma. Et où Mark Malbaf, à cause de ce film-là, a passé une annonce un jour dans un quotidien iranien, à Téhéran, en disant qu'il voulait auditionner des gens qui voudraient faire du cinéma. Il y a 3000 personnes qui se sont présentées, qui ont d'ailleurs failli défoncer la porte pour pouvoir rentrer. Et le film Salam Cinéma n'est fait que de gens qui disent pourquoi ils voudraient faire du cinéma. Kiarostami a interprété le comportement de Zabian, mais aussi, pas seulement de Zabian, des plaignants, des raisons pour lesquelles les gens avaient cru à l'histoire de Zabian, mais aussi le discours du juge qui disait « mais moi aussi j'aime le cinéma ». Il a interprété ça comme, si j'ai bien compris ce qu'il dit, le désir de la part de ces gens-là d'apparaître à l'image. Et moi je crois qu'il se trompe. Je ne crois pas du tout que Hossein Zabian avait envie d'apparaître à l'image et d'être une star de cinéma. Je pense qu'Hossein Zabian voulait être un amateur de cinéma. Vous voyez, cet homme-là, il n'avait pas de quoi manger, il était chômeur, mais il avait quand même trouvé le moyen d'acheter un scénario de film pour pouvoir lire ce scénario. Moi, quand j'étais petit, j'ai bénéficié du ciné-club de la ville de Sarcelles, qui était animé par un communiste qui nous apprenait, à nous les mômes de Sarcelles, ce que c'est que l'histoire du cinéma. J'ai découvert Fritz Lang, par exemple. Et dans une cave de Sarcelles, un jour est venu un grand comédien, très connu à l'époque, qui s'appelle Howard Vernon, c'est un Américain de Hollywood. Il est venu dans une cave de Sarcelles pour expliquer comment Fritz Lang faisait ses films. À cette époque-là, il existait les cahiers du cinéma, il existait l'avant-scène cinéma, et beaucoup de jeunes amateurs de cinéma comme moi achetaient des scénarios de films. Et on les initiait à l'histoire du cinéma. Ce n'étaient pas des consommateurs d'images, c'était des passionnés de cinéma. Aujourd'hui, en Iran, ça existe toujours, cette passion du cinéma, mais je dirais même plus que jamais. C'est étonnant de la part d'un pays comme l'Iran, parce que l'Iran, c'est un pays islamique. Et en principe, dans le monde islamique, l'image n'est pas une pratique très bien vue. Et ça, c'est une question très intéressante de voir comment un pays comme cela a finalement un des plus grands cinémas du monde. Et moi, je crois que c'est à cause de sa population, qui est une population de poètes, de gens qui aiment la poésie, la musique, le cinéma, l'art. Si vous écoutez Zabian se défendre dans son procès, c'est absolument inouï. Il faut regarder le film Close Up, mais il faut aussi regarder un film qu'ensuite Mark Malbaf a fait avec Zabian, parce qu'il l'a interviewé. Il a fait ensuite un documentaire. Pendant son procès, Zabian, qui est donc un chômeur, qui n'a vraiment pas d'argent, cite Tolstoï, par exemple. Et dans l'entretien que Mark Malbaf a fait avec lui, il cite Jean-Paul Sartre. Il cite aussi Orson Welles. Il dit, mais moi, oui, j'ai fait une petite escroquerie. Mais Orson Welles a dit un jour à Paris, à la Cinémathèque de Paris, si vous n'avez pas d'argent pour faire des films, braquez des banques, et vous pourrez faire du cinéma. Donc je ne fais que faire ce que dit Orson Welles. Et je n'ai pas braqué de banque. Alors ça m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que je suis venu ici ce soir. C'est pour essayer de vous dire pourquoi ça c'est un enjeu pour demain, qui est aussi à l'origine par exemple de ce qu'on a appelé la nouvelle vague. Jean-Luc Godard et François Truffaut, vous les connaissez tous. Vous savez que ce sont des gens qui ont réinventé le cinéma. Ce
Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'avant d'être des cinéastes, ils étaient des amateurs de cinéma. Ils allaient eux aussi dans un ciné-club, beaucoup plus connu que le mien à Sarcelles, c'était celui de la Cinémathèque de France, animé par Henri Langlois. Et ils essayaient éperdument de comprendre la force du cinéma, notamment du cinéma américain, qui les impressionnait beaucoup. Et puis, entre-temps, la caméra Beaulieu est arrivée. C'est une caméra relativement chère, mais en même temps accessible à la bourse d'un individu. C'était la caméra 16 mm. Et avec la caméra Beaulieu, eh bien, Godard et Truffaut ont fait comme Zabzian. Ils se sont dit, si on veut comprendre comment on fait des films, il faut en faire. Et donc, ils se sont mis à faire des films. Il se trouve que ces films ont révolutionné toute l'histoire du cinéma. C'est ce qu'on a appelé la nouvelle vague. Ça, c'est la grande histoire intéressante du XXe siècle. Jusque dans les années 60-70, qui appartient à ce que Michel André a écrit pour l'éditorial du programme de cette biennale, lorsqu'il dit « J'écris l'histoire et elle m'écrit ». Nous sommes des citoyens, nous sommes des êtres vivants, dirais-je même, qui vivent une vie humaine qui vaut la peine d'être vécue, que dans la mesure où nous écrivons l'histoire qui nous écrit. C'est ce qu'un grand philosophe que j'estime beaucoup, qui s'appelle Gilbert Simondon, appelle l'individuation psychique et collective. Le spectacle qu'on a vu tout à l'heure nous parlait de la désindividuation psychique et collective. Il nous en parlait en nous parlant des terribles choses qui se passent aujourd'hui dans le monde du travail, qui a détruit le travail et qui a remplacé par l'emploi, par ce qu'on appelle l'employabilité, où il faut se comporter effectivement parfois comme des prostituées pour pouvoir trouver un travail qui n'est donc plus un travail. Parce qu'un travail, c'est un travail d'amateur. On ne travaille bien que quand on aime son travail. Et les amateurs, ce sont les gens qui aiment leur travail. Le XXe siècle a détruit le travail. Il a détruit l'amour du travail et l'amour de toute chose d'ailleurs. Il a produit ce que j'appelle aujourd'hui de l'incapacitation. En utilisant ce terme, je pense à un autre terme qui est anglais, capacity, capability, qui est un terme qui est employé par un Indien, Amartya Sen, un Indien très connu dans le monde, puisqu'il est prix Nobel d'économie. Il a reçu son prix Nobel, il y a maintenant une bonne dizaine d'années, pour avoir montré qu'en économie, les capacités des gens sont une question absolument fondamentale et qu'il ne faut pas les rendre incapables. Vous avez peut-être remarqué, il y a 2 mois, une jaquette d'un magazine genre de celui dont je parlais tout à l'heure en Iran, qui s'appelle Le Point, et qui avait pour titre « Tous incapables ?» point d'interrogation. Effectivement, nous vivons dans une société d'incapables et nous sommes des incapables. Un petit peu comme on parle d'intouchables. Nous sommes des incapables au sens où nous ne sommes plus capables de ce dont parle Amartya Sen. Qu'est-ce que dit Amartya Sen? Il dit, voilà, c'est dans un livre d'économie, il explique qu'il va analyser un processus qui le frappe beaucoup, lui, en tant qu'Indien, il connaît bien le Bangladesh, et il a constaté, parce que comme universitaire indien, il étudie les statistiques, la démographie et tout cela, il a constaté quelque chose de tout à fait étonnant. Il a constaté que les Bangladis, les gens qui vivent au Bangladesh, vivent plus longtemps que les gens qui habitent à Harlem. Que le taux de mortalité à Harlem est plus élevé qu'au Bangladesh. Au Bangladesh, il n'y a pas d'égout, il n'y a pas de courante, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de boulot. Et pourtant, le taux de mortalité est moins élevé qu'à Harlem. Vous allez me dire, Harlem, c'est un quartier qui n'est pas très gâté de Manhattan. Et ça, c'est vrai. C'est un quartier où il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de misère. Mais enfin, il y a quand même des écoles, des hôpitaux, l'eau courante, tout, l'électricité, etc. Amartya Sen a dit, en fait, les Bangladis ont un taux de mortalité moins élevé que les gens de Harlem parce qu'ils n'ont pas détruit leur capacité. Et ce dont je veux vous parler ce soir, c'est de la culture comme d'un processus de recapacitation. Il ne vous a pas échappé que nous sommes dans une campagne électorale. Peut-être avez-vous vu aujourd'hui d'ailleurs que le journal Libération a posé le problème de la culture et du discours du Parti socialiste sur la culture dans le cadre de cette campagne.
Je n'ai pas eu le temps de lire d'ailleurs ce journal, Libération, qui est dans mon sac, mais j'ai préparé cette conférence, donc je ne pouvais pas tout faire, mais je le lirai après. Mais en tout cas, la culture, c'est un sujet dont on parle en ce moment parce que nous sommes en campagne électorale. Et moi, je crois que la culture, c'est une politique. La Cité, le nom de cette maison de théâtre, de cette troupe, c'est ce qui nous renvoie directement à cette question de la culture telle que, ou de la culture ou de l'art, disons, ou du théâtre, tel que le théâtre est une politique où il n'est rien. Ou bien il est une distraction pour bobos plus ou moins cultivés, plus ou moins incultes, et ça n'est pas du tout intéressant. Ne perdons plus notre temps avec cela. Mais ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que cette question de ce que j'appelle la recapacitation par une politique culturelle qu'il faudrait réinventer, et dont je crois que cette biennale essaye de la réinventer, c'est aussi la question de ce que j'appelle parfois dans d'autres termes, mais ça désigne la même chose, la déprolétarisation. Car finalement, en 1848, lorsque Karl Marx et Friedrich Engels ont publié le manifeste du Parti communiste, ils ont décrit le processus de transformation des ouvriers en prolétaires comme étant un processus de destruction des savoir-faire de ces ouvriers. Et je pense qu'au XXe siècle, ce ne sont pas seulement les producteurs, les ouvriers et les travailleurs manuels qui ont été prolétarisés, ce sont aussi les consommateurs qui ont perdu leur savoir-vivre. Et que la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une crise des savoirs sous toutes leurs formes, y compris des savoirs théoriques, j'en dirai un mot tout à l'heure. Nous sommes en crise, ça nous le savons, ça fait maintenant 4 ans qu'on nous le dit, depuis 2008, une crise s'est déclarée. Il y a des gens qui disent cela depuis beaucoup plus longtemps, que cette crise va arriver. J'ai créé, comme le disait Michel André tout à l'heure, une association Ars Industrialis précisément pour dire que cette crise allait arriver. Eh bien, depuis qu'on a créé Ars Industrialis, c'était en 2005, elle est arrivée effectivement. Et rien ne s'est passé depuis. On n'a encore rien fait contre cette crise, qui n'est pas seulement une crise financière, contrairement à ce qu'on nous dit sans cesse, c'est bien sûr aussi une crise financière, mais c'est beaucoup plus grave qu'une crise financière. Si ce n'est pas une crise financière, en revanche, c'est une crise dans laquelle la finance joue un rôle essentiel, parce que la finance s'est mise à détruire l'investissement, la motivation, l'amour des choses, on pourrait dire aussi, et elle a remplacé l'investissement par la spéculation. Je dis l'amour des choses parce que l'investissement, c'est un terme qu'on trouve dans tous les cours d'économie, ou même dans les plans comptables, ou quand on va faire un emprunt dans une banque, on nous demande si on va faire un investissement. Mais l'investissement, c'est d'abord un concept de Sigmund Freud. Freud dit quand on aime quelque chose, on investit l'objet de son amour, on l'investit de sa tendresse, de sa passion, de son travail, etc. Parfois, même comme patron d'une entreprise qui investit, pas forcément pour gagner de l'argent, mais parfois parce qu'on a envie de faire des choses bien, par l'investissement entrepreneurial, ça existe aussi. Quoi qu'il en soit, si on veut penser la crise d'aujourd'hui, il faut la penser comme une crise de l'investissement sous toutes ses formes. L'investissement, c'est ce qui a été détruit au cours du XXe siècle, et c'est ce que je voudrais essayer de vous rendre sensible pour vous dire ensuite pourquoi je crois et comment je crois qu'il est possible de bâtir une autre économie qu'en effet, comme l'a dit Michel André, nous appelons Ars Industrialis une économie de la contribution. Pour comprendre ce qui s'est passé au XXe siècle, il faut d'abord redire quelques mots sur ce que Marx disait du XIXe siècle en Europe et de ce qui s'y passait avec l'expansion du capitalisme européen. Marx disait, en 1857 précisément, dans un texte qui s'appelle « Les fondements de la critique de l'économie politique », que le capitalisme allait inévitablement s'autodétruire parce qu'il détruisait le travail. Et que, pour toutes sortes de raisons, d'abord le capitalisme en tant qu'économie monétaire reposait sur la plus-value qu'il peut faire sur le travail, non pas sur les investissements dans les machines, et que s'il détruisait le travail, il allait forcément détruire son taux de profit, comme le disait Marx. Tout ça allait engendrer d'ailleurs
des phénomènes de perturbation économique grave, du chômage, de la surproduction, des conflits sociaux, etc. Et donc Marx prédisait que, inévitablement, à la fin du XIXe siècle, le capitalisme allait se casser la figure et que le prolétariat allait renverser le capital pour reprendre le pouvoir. Il avait tort. Il avait tort et en même temps il avait raison. Il avait raison parce que vers 1880, une très grande crise économique a commencé à frapper l'Europe, qui a été provoquée précisément par ce que disait Marx. Cette crise s'est d'ailleurs déportée en Amérique du Nord au début du XXe siècle. Et l'Amérique du Nord a connu plusieurs crises financières au début du XXe siècle, et tout ça finalement a conduit à la Première Guerre mondiale. Le capitalisme, pour reconstruire ses marges, pour reconstruire son économie, a provoqué une guerre qui a fait des millions et des millions de morts. Mais pendant que la guerre frappait l'Europe, l'Amérique du Nord inventait un nouveau capitalisme. Ce capitalisme, c'est ce que on a appelé ensuite le mode de vie américain, the American way of life. C'est-à-dire un mode de vie où tout doit être dédié à la consommation de marchandises. En 1911, un grand économiste autrichien qui s'appelle Joseph Schumpeter a dit « Marx s'est trompé ». Il prédit la chute du capitalisme par la baisse tendancielle du taux de profit, parce qu'il pose qu'il va y avoir une saturation du marché, parce que tous les investissements aboutissant au même perfectionnement technique, la concurrence entre les capitalistes va faire qu'ils vont s'entretuer, et que la baisse du taux de profit va faire s'effondrer le modèle économique. Et Schumpeter a répondu que ce n'était pas vrai, parce que un type qui s'appelle Henry Ford était en train d'inventer un nouveau modèle capitaliste en s'appuyant sur une nouvelle théorie de la production qui s'appelait l'organisation scientifique du travail, inventée par Frederick Taylor, qui d'ailleurs s'est appuyé sur le cinéma pour analyser le travail et pour augmenter la productivité des travailleurs à la chaîne. C'est Frederick Taylor qui a inventé le travail à la chaîne. Et c'est Henry Ford qui l'a concrétisé aux États-Unis. Je dis en passant que Frederick Taylor s'est appuyé sur le cinéma, ce qui est vrai. Il a utilisé la chronophotographie de Étienne Jules Marais et de Edward Muybridge pour pouvoir analyser les gestes des gens qui travaillaient et pour optimiser la productivité et augmenter la prolétarisation des travailleurs manuels. Mais il a produit à travers cela une telle productivité que Henry Ford a dit, mais à ces conditions-là, on devrait pouvoir arriver à produire 1 million d'automobiles par an et avec des économies d'échelle tellement grandes qu'on pourrait arriver à vendre ces automobiles, y compris aux prolétaires qui les produisent. C'est comme ça qu'a été inventé le mode de vie américain, the American way of life. Le problème qui s'est posé alors, c'est que eh bien, les gens ne veulent pas acheter des automobiles spontanément. Peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas, que la norme GSM, que vous utilisez certainement presque tous ici, parce qu'elle est dans votre poche, c'est celle qui fait fonctionner Free, SFR, Orange, etc. C'est-à-dire c'est la norme de la téléphonie mobile. Peut-être que vous savez que cette norme GSM, elle a été standardisée en grande partie en France, au Centre national d'études des télécommunications, au sud de Paris, à Issy-les-Moulineaux. Et ce que vous savez peut-être aussi, c'est que en 1994, je crois, si je me souviens bien, France Télécom a fait faire une étude pour savoir si les Français voulaient utiliser des téléphones portables. Et la réponse a été très massivement non. On n'a pas besoin de téléphone portable. Ça ne sert à rien, on a déjà des téléphones, foutez-nous la paix. Et donc France Télécom n'a pas exploité la norme GSM. Et c'est comme ça que la Finlande a résolu un gros problème économique, parce que la Finlande, en 1994, allait très mal. Son premier client, c'était l'Union soviétique. L'Union soviétique n'était plus l'Union soviétique, mais elle était aussi dans une situation économique catastrophique. Et c'est comme ça qu'est née l'entreprise Nokia en Finlande, et qui a fait rebondir la Finlande, qui en a fait un des pays les plus modernes du XXIe siècle, puisque finalement, c'est là que s'est inventé en partie le XXIe siècle. Je vous dis cela parce que, à partir du début du XXe siècle aux États-Unis, on a posé en principe que le problème, c'est pas de produire en masse, ça on sait le faire, c'est pas compliqué.
Le problème, c'est de vendre ce qu'on produit. Et à partir de là, on s'est mis à développer quelque chose qui, au départ, s'est appelé les relations publiques, puis ensuite le marketing. Et ce marketing a consisté à convaincre les gens d'adopter des choses dont ils n'ont pas besoin. À leur faire acheter des automobiles, des téléphones portables et toutes sortes d'autres gadgets qui d'ailleurs parfois les empoisonnent. Par exemple des cigarettes. Les cigarettes, moi je fume encore. Toute ma jeunesse, tout le monde fumait. J'ai commencé à fumer à 12-13 ans. Et tout le monde fumait grâce à un personnage qui lui aussi, comme Rossini Zabrian a fait du cinéma, qui s'appelait Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, vous avez dû entendre parler de lui certainement, c'est un grand cinéaste, un grand comédien de Hollywood. Mais Humphrey Bogart, vous avez dû remarquer qu'on ne le voit jamais sans une cigarette au bec. Il boit aussi d'ailleurs du scotch. Les films d'Humphrey Bogart étaient soutenus, bien financés par l'industrie du tabac et du whisky. Il y a des produits de placement, comme on les appelle dans tous ces films, et ces produits de placement, ils servent à créer des processus d'adoption de comportements mimétiques par rapport à des héros, des stars de cinéma, auxquels on s'identifie, et en s'identifiant à eux, on adopte leur modèle comportemental. Ça a été théorisé par un type important dont je parlais tout à l'heure avec Sonia, qui travaille ici à la communication dans ce théâtre. Ce type s'appelle Edward Bernays, c'était le neveu de Sigmund Freud. Edward Bernays a dit les gens ne veulent jamais ce qu'on leur propose, mais par contre on peut leur faire adopter ce qu'on leur propose si on arrive à capter leurs désirs. Et il a mis en place quelque chose qui a conduit peu à peu à la domination du marketing sur ce qui s'est installé en Amérique du Nord à travers le cinéma, la radio, puis la télévision, comme ce qu'on appelle les industries culturelles. Ces industries culturelles ont développé le consumérisme, d'abord aux États-Unis, avant la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite en Europe occidentale. J'ai vécu ça, comme vous certainement, une partie d'entre vous. Et puis finalement, depuis pas très longtemps, dans le monde entier, absolument partout, y compris au cœur de l'Amazonie, le modèle consumériste s'est imposé. Il a fait émerger un nouvel acteur économique qu'on appelle le consommateur. Ce consommateur, pour capter son attention, c'est-à-dire son désir, il a fallu utiliser la musique, le cinéma, la littérature, les arts plastiques, et ça a donné finalement une nouvelle situation de la culture qui est devenue une industrie culturelle pour des consommateurs de culture. Ça a donné d'ailleurs des choses magnifiques. John Ford, qui passionnait les gens de la Cinémathèque de France, c'est un produit de cela. John Ford, c'est le cinéaste hollywoodien par excellence. Et c'est un très grand cinéaste. Ça a donné des musiques absolument formidables. Par exemple, tout ce qu'on a appelé la contre-culture californienne, ou même les Beatles, ou les Stones, ce sont de très grands moments de la culture du XXe siècle. Ça a donné Andy Warhol et toutes sortes d'autres gens. Mais ça a aussi conduit finalement à la trash TV, au temps de cerveau disponible et au dégoût généralisé. Au dégoût généralisé qui a été produit par ce fait que progressivement les industries culturelles et ceux qui les ont servis, dont je fais d'ailleurs partie, parce que quand je passe sur un plateau de télévision, je sers d'appât à cette industrie-là, et ça m'arrive à la télé ou à la radio, eh bien, tout ça a produit, et nous qui avons contribué à cela, nous avons produit une situation de prolétarisation généralisée. Qu'est-ce que je veux dire en disant cela? Aujourd'hui, peut-être que vous avez lu ça, le 8 octobre dernier, en première page du journal Le Monde, le titre de la une, c'était « La télé tue ». La télé tue. Et si vous alliez en page 8 ou 9, vous voyez qu'il ne disait pas exactement la même chose. Il disait que l'attention était détruite par la télévision. Ils ajoutaient qu'on a constaté aujourd'hui par des enquêtes très sérieuses, médicales, que les gens meurent plus tôt s'ils regardent beaucoup la télévision. Et donc il semble que ce soit statistiquement tout à fait vrai.
Moi-même, j'ai écrit un livre il y a 4 ans maintenant qui s'appelle « Prendre soin », où j'ai commenté une campagne publicitaire de Canal J, qui est une télévision qui s'adresse à ce qu'on appelle un segment de marché, les jeunes de 5 à 15 ans, disons, grosso modo. Une campagne de Canal J qui a été menée à Paris, je ne sais pas si on l'a vu également à Marseille, mais enfin à Paris, elle était omniprésente dans le bus, dans le métro, partout. Et elle montrait un grand-père sur certaines affiches, un père sur d'autres affiches, qui essayait d'amuser un jeune adolescent sur certaines affiches, une jeune adolescente sur d'autres affiches, et qui n'y arrivait pas. Parce qu'un jeune adolescent, une jeune adolescente, ça rejette le père et le grand-père. Et donc, c'est toujours un gros problème de père et de grand-père, je suis père et grand-père, d'arriver à rester en communication avec son enfant ou avec son petit-enfant au moment où il commence à sentir pousser ses seins, si c'est une jeune fille, à bander, si c'est un jeune homme, et où il devient adulte, c'est-à-dire il doit quitter le monde de l'enfance et rentrer dans l'âge adulte, et il y a une période difficile qui s'appelle l'adolescence, qui est souvent extrêmement conflictuelle. Dans cette période, les conflits entre père et enfant, entre grand-père et enfant, sont très importants. Il faut qu'ils aient lieu pour que la rupture se fasse le plus proprement possible et en famille. Eh bien, ce que montraient ces affiches de Canal J, c'est que ça ne marchait pas. Dans ce genre de situation, le grand-père n'arrive pas à entrer en communication avec son petit-fils, le père n'arrive pas à entrer en communication avec sa fille, et qu'aujourd'hui, c'est plus du tout un problème, puisqu'il y a Canal J. La légende de l'affiche, c'était « Nos enfants valent mieux que ça ». Ça veut dire, si vous avez bien compris, nos enfants valent mieux que leur père ou que leur grand-père. Il vaut mieux leur offrir Canal J. J'ai commenté cette chose, dont il y aurait beaucoup de choses à dire. D'abord parce que ils valent mieux que ça. Le ça, chez Freud, ou chez Grodek, qui était un théoricien de la psychanalyse qui a inspiré Freud, le ça, c'est l'espace du mot d'esprit, de la plaisanterie, de ce qui relie l'inconscient des uns et des autres à travers la farce, le jeu et toutes sortes d'autres choses, et qui permettent de communiquer quand on n'arrive plus à communiquer, par exemple en faisant une blague, ou par exemple tout à coup en brûlant ses vaisseaux, etc., en sortant de la norme. La culture, ça sert essentiellement à ça. Un grand théoricien russe qui s'appelle Mikhail Bakhtin, qui a été un grand commentateur de Rabelais, a expliqué cela, il appelle ça le dialogisme, et il explique pourquoi le carnaval, par exemple, joue un rôle fondamental dans les sociétés. Parce qu'il est là pour faire en sorte que les désirs inconscients des individus et des générations entrent en communication les uns avec les autres et évoluent pour faire que l'histoire m'écrive et que j'écrive l'histoire. Dans le carnaval, qui n'est pas seulement le carnaval au sens habituel, mais qui est la vie en général. Au sens où, par exemple, Shakespeare a parlé de cela. Shakespeare, c'est essentiellement la mise en scène de cela. Eh bien, au XXe siècle, les industries culturelles ont détruit le ça, c'est-à-dire la culture. Et ils ont détruit toutes les instances, les institutions, les dispositifs sociaux qui servent à transformer la pulsion en désir. 3 petits mots là-dessus. Nous sommes des êtres pleins de pulsions. Nos pulsions, Freud en fait une liste dans un texte en 1905, où il explique que les pulsions, ce sont... l'agressivité, c'est une forme de la pulsion, par exemple. La faim, c'est une autre forme de la pulsion. La soif aussi. La sexualité aussi. Et Freud explique, en 1920, que ce qui fait que la pulsion humaine n'est pas un instinct, parce que chez les animaux, on trouve aussi l'agressivité, la faim, etc. Mais chez les animaux, ça s'appelle l'instinct. Chez les êtres humains, ça s'appelle la pulsion, ça n'est pas simplement l'instinct, parce que, à la différence des animaux, nous pouvons transformer nos pulsions en investissement. Je regarde une fille, je la trouve superbe. Je suis un jeune adolescent qui commence à bander. Donc je fantasme sur la fille. Mais il se trouve que je tombe amoureux de la fille. Et qu'au lieu de lui sauter dessus, même si elle est consentante, je lui fais la cour, je l'entoure, etc. Ça se termine chez le maire, voire chez le curé, chez l'imam ou chez le rabbin. Et puis finalement, nous fondons une famille, nous investissons. Nous économisons nos pulsions. Nous transformons notre pulsion en attachement. La pulsion, quand elle est satisfaite directement, elle consomme et elle détruit. Consommer, ça vient de consumare, qui veut dire détruire en latin.
le désir, c'est ce qui transforme la pulsion destructrice en une construction et non pas en une destruction. Et c'est ce qui détourne, comme dit Freud, le but de la pulsion vers l'investissement de l'objet. Un autre penseur très important, Max Weber, un philosophe allemand, a expliqué que le capitalisme, au départ, tout à fait au départ, au XVIIIe siècle, ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs le proto-capitalisme, c'est en fait un investissement de protestants qui veulent transformer le monde pour améliorer la vie dans le monde, et finalement ça donne la naissance du capitalisme qui au départ est essentiellement religieux. Et Max Weber dit que ça conduira à la destruction et de la religion et de tous les investissements. Il n'a pas le même point de vue de Marx, mais finalement ça aboutit à peu près au même résultat. Aujourd'hui nous vivons ce qu'a décrit Max Weber, qu'il appelait le désenchantement du monde par le capitalisme. Nous vivons l'extrême désenchantement. C'est-à-dire un processus qui a détruit tous les mécanismes de production et d'investissement, depuis le fait d'investir dans ses enfants et de consacrer sa vie à leur éducation, parce que c'est tellement plus pratique de les mettre en effet devant Canal J ou devant, par exemple, Baby First, qui est une télévision de Fox TV qui diffuse aujourd'hui en France via Canal+, et qui s'adresse aux bébés de 1 à 3 ans, et dont on sait aujourd'hui, par des études qui ont été faites, par toutes sortes de pédiatres ou de pédopsychiatres, en particulier une équipe très connue de l'Université de Washington, on sait que cette consommation prématurée de télévision, pas seulement de télévision, de DVD, etc., avant 5 ans, on sait que ça modifie la structure du cerveau et que ça rend impossible des processus de synaptogenèse qui ensuite engendrent des phénomènes de perte d'attention, d'hyperactivité, de difficulté d'apprentissage de la lecture, etc., etc. On le sait, mais on ne fait rien. Et c'est extrêmement grave. Alors je pense qu'aujourd'hui, il faut faire quelque chose, et qu'il faut arrêter ce massacre. C'est le cas de le dire, le massacre des innocents. Car là, ce sont vraiment les innocents qui sont massacrés. On peut toujours vous dire, à Poitiers, vous avez fumé, c'était... Depuis, on sait que dans les additifs pour créer de l'addiction dans la cigarette, etc., il y en a 400, je crois, dans les cigarettes. On sait aussi que pour nous faire fumer, Édouard Bernays a mis en place tout un ensemble de techniques de manipulation de nos inconscients pour nous convaincre que c'était bien de nous empoisonner avec la cigarette. Il y a eu tellement de procès qui ont été faits que, et je crois que les marchands de cigarettes ont dû verser 2 milliards de dollars de dédommagement aux gens qui avaient des cancers du poumon, qu'on a fini par faire diminuer la consommation de cigarettes. Mais le problème, ce n'est pas simplement la cigarette, c'est la consommation sous toutes ses formes, qui ne détruit pas simplement les corps. Par exemple, des gens qui sont 9 millions à être condamnés au diabète 1 aux États-Unis dans les 20 ans qui viennent. Le diabète 1, c'est une maladie très grave. Et d'après ce que je sais, nous sommes tous porteurs potentiellement du diabète 1. Enfin, pas tous, non. 30% d'entre nous avons des gènes qui peuvent produire le diabète 1. Mais la plupart d'entre nous, nous ne produisons pas le diabète 1 parce que le diabète 1 n'apparaît que quand on est en surconsommation de sucre. Et aux États-Unis, on annonce 9 millions. On dit que c'est la plus grosse épidémie que les États-Unis vont connaître, c'est le diabète 1, qui est une forme de maladie extrêmement atroce, puisque à un certain stade de développement de la maladie, on vous ampute des membres. Et du coup, on développe actuellement aux États-Unis une industrie des prothèses en prévision des 9 millions de gens qui vont devoir adopter des jambes artificielles, des mains artificielles, etc. Ça fait bien tourner la machine de la recherche-développement des universités américaines, etc. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus du tout, tout ça, parce que les gens se rendent bien compte que c'est absurde et que ça ne fonctionne, et que c'est des destructeurs et autodestructeurs. Je pense aussi que cette organisation de ce que j'appelle parfois la jetabilité généralisée, puisque tout est jetable, y compris les gosses, maintenant on les fout à la porte assez facilement, eh bien, ce qui n'arrive jamais en Iran. Dans cette société de la jetabilité généralisée, ce sont les savoirs en règle générale qui ont été détruits, les savoir-faire des ouvriers dont les compétences sont passées dans les machines, et après on leur a dit on n'a plus besoin de vous, les savoir-vivre des consommateurs qui ne savent plus vivre effectivement, et je me mets dans le lot, parce que nous désapprenons à vivre de plus en plus, parce que nous n'écrivons pas l'histoire qui ne nous écrit pas. Nous ne sommes plus dans une histoire, si ce n'est celle du storytelling cher au président de la République. Et ça, c'est une histoire totalement artificielle, qui ne marche pas, qui ne met pas en œuvre le dialogisme de Bakhtin dont je parlais tout à l'heure, et qui ne fonctionne plus que par addiction.
un des principaux sujets de discussion aujourd'hui dans les hôpitaux psychiatriques en particulier, mais pas seulement, chez les médecins généralistes, c'est l'addiction. Aujourd'hui, le consommateur est devenu addictif. Vous savez tous qu'il y a une marque de parfum qui s'appelle Addict, de la société Dior. J'ai recensé, moi, 50 marques Addict, en fait, à Paris, entre des marques de produits, des noms de magasins, de restaurants, etc. Bon, il y a un jus de fruits qui s'appelle Addict aussi, maintenant. Et ça n'est plus du tout par le désir que les gens consomment, mais par la dépendance et l'addiction. Ils n'ont plus de désir. On a détruit leur désir. Et c'est extrêmement grave, parce qu'une société dans laquelle il n'y a plus de désir, c'est une société où les pulsions ne sont plus reliées entre elles et détournées par le désir et transformées en investissement. Du coup, nous sommes dans une société ultra-pulsionnelle. Je ne pense pas seulement à M. Strauss-Kahn. Je pense à tous nos comportements. Regardez comment vous vous comportez. Regardez comme vous changez de comportement quand vous montez dans votre automobile et comment vous vous mettez à insulter les gens, voire parfois vous risquez d'écraser des piétons. Nous sommes devenus des barbares. Et quand je dis ça, c'est pas du tout contre l'industrie ou contre la technologie, et même pas contre le marketing et la publicité. Il va y avoir un procès bientôt d'une association qui s'appelle les déboulonneurs, qui sont des gens qui lacèrent des affiches et qui créent des événements pour être arrêtés et pour qu'ensuite, dans leur procès, on ait un débat public sur la publicité et ils cherchent l'acquittement. Et je témoigne pour eux. C'est la 3e fois que je témoigne pour eux. Et dans leur discours, aux déboulonneurs, ils disent « Nous ne sommes pas contre la publicité. Nous sommes d'accord pour penser que dans une société industrielle, il y a besoin de publicité. Mais la publicité ne peut pas faire la loi. Le marketing ne peut pas détruire l'éducation de nos enfants. » Ça, c'est ce qui conduit, selon moi, ça c'est mon discours, c'est pas celui des déboulonneurs, à ce que Alan Greenspan lui-même, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, ancien président de la Banque fédérale des États-Unis, qui a été celui qui a cautionné les subprimes, qui a cautionné Bernie Madoff, celui qui est en cabane aujourd'hui pour escroquerie. C'est aussi lui qui a décidé de ne pas faire ce qu'il fallait pour éviter la faillite de Lehman Brothers, enfin, un de ceux qui ont pris cette décision. Et puis, à la fin de 2008, à Washington, on l'a convoqué devant ce qu'on appelle la Chambre des représentants, qui rassemble plusieurs chambres représentatives des 50 États américains, et on lui a dit, mais enfin, expliquez-vous quand même ce qui s'est passé là. Comment c'est possible? Comment avez-vous pu laisser s'installer une telle incurie? Et la réponse de Greenspan, c'était de dire, non, on n'y comprend plus rien. On n'y comprend plus rien parce que de toute façon, tout ça, c'est devenu entièrement automatique. On ne sait plus comment ça marche. Mais on sait que ça marche. Jusqu'au jour où on s'aperçoit que ça ne marche plus. En fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'avait pas lu Amartya Sen, qu'il n'en tenait strictement aucun compte, qu'il ne s'intéressait pas du tout à la théorie économique, parce qu'il ne pensait plus. Il était devenu le serviteur d'un dispositif spéculatif, automatisé, absolument destructif, et qui n'investit plus, qui a entièrement détruit l'industrie occidentale, et qui est à l'origine d'une crise effroyable, dont d'ailleurs il n'est pas du tout évident que nous sortirons à court terme. Il a avoué qu'il était prolétarisé. Il a dit « je suis devenu un incapable ». Et ça, c'est quelque chose qui doit changer. Et si ça doit changer, ça n'est pas en descendant dans la rue ou en allant place de la Bastille que ça se fera simplement. Il faut le faire aussi certainement, mais ça ne suffit pas. Pour que ça change, il faut s'intéresser à des choses qui se passent par ailleurs depuis déjà pas mal d'années, grâce à une technologie qui s'appelle le numérique, qui permet aussi le numérique de faire des films, de faire des images, de faire toutes sortes de choses qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à il y a peu de temps, et de faire comme la Nouvelle Vague l'a fait il y a maintenant presque 50 ans avec la caméra Beaulieu et 16 mm, par exemple de faire un film avec son téléphone portable, comme l'a fait, comment s'appelle-t-il, un autre cinéaste iranien, qui est actuellement en prison, enfin plus exactement assigné à résidence, je n'arrive plus à retrouver son nom, Panahi. Il y a Jafar Panahi qui a fait un film avec son téléphone portable sur une clé USB. Il l'a transmise au Festival de Cannes. Vous savez peut-être qu'il a reçu un prix et que le président du Festival de Cannes, l'année dernière, a présenté une clé USB en disant « Je vous présente le dernier film de Jafar Panahi ». Jafar Panahi a fait son film dans sa détention
avec des moyens absolument minuscules. Et tout ça est lié à une évolution de la technologie qui permet aussi, par exemple, que dans le champ de l'informatique se développe le logiciel libre, c'est-à-dire une organisation du travail tout à fait différente, où il n'y a pas d'un côté des professionnels de la production et de l'autre côté des consommateurs totalement incultes quant à ce qu'ils utilisent, mais un système où finalement le travail redevient du travail et pas simplement de l'emploi, le système open source qui repose sur la contribution de tous et le partage des savoirs. Ce modèle, il se développe aujourd'hui dans toutes sortes de champs. Il se développe, par exemple, dans l'énergie, avec les smart grids. J'ai un jour écouté un monsieur dont j'arrive plus à retrouver le nom, qui est le directeur du développement et des partenariats de ERDF. ERDF, c'est le réseau électrique qui vous apporte l'électricité produite par EDF, et qui disait il n'y a qu'une issue à la sortie de la crise énergétique, ce sont des réseaux de contribution, où il n'y a plus d'un côté des producteurs professionnels et de l'autre côté des consommateurs inconscients et irresponsables, mais où tout le monde devient partenaire de la production énergétique, de son économie, de sa préservation, etc. etc. Et ça, c'est ce que je crois. C'est ce que développe Ars Industrialis. Par ailleurs, je dirige un institut qui s'appelle l'Institut de Recherche et Innovation, que j'ai créé au sein du Centre Pompidou, et qui soutient que la culture est un des champs de l'avant-garde du contributif. Pour une raison très précise, c'est que dans le champ culturel, dans le champ artistique, en fait, il n'existe pas de consommateur. On ne peut pas consommer des œuvres d'art. Il y a évidemment de la consommation d'œuvres d'art. Par exemple, M. Pinault est un consommateur et un spéculateur sur les œuvres d'art. Mais les gens qui pratiquent, qui fréquentent les œuvres d'art, ils ne consomment pas les œuvres d'art. D'ailleurs, consommer, ça veut dire détruire. Les œuvres d'art, on ne les détruit pas, on les protège, on les met dans des musées, où on les sanctifie d'une manière ou d'une autre. Non, on pratique les œuvres d'art, on les fréquente et on essaye de s'individuer. Et comme le disait Joseph Beuys, on devient un peu artiste en fréquentant les œuvres d'art. Alors, moi, je soutiens que l'art, c'est une relation intrinsèquement contributive et qu'on ne peut pas avoir de rapport à l'art si on n'est pas traversé par ce qui a conduit Rossini Zabian en prison. Je ne dis pas qu'il faut forcément aller en prison. Je ne pense pas du tout que ce soit bien d'aller en prison. J'y ai passé un peu de temps moi-même et je ne pense pas que ce soit un bon endroit. Même si pour ce qui me concerne, ça a été un bon endroit, mais c'est vraiment un coup de bol inouï. En règle générale, ce n'est pas du tout un bon endroit. Mais en revanche, je pense que l'exemple de Zabian, qui montre quelque chose de fou, qui est un amour fou pour le cinéma, et pas simplement pour le cinéma, pour Tolstoï, pour Jean-Paul Sartre, que ce type chômeur lit et qu'il connaît, c'est inouï. Eh bien ça, c'est ce qu'il faut reconstruire. Et il faut reconstruire une politique culturelle qui soit étroitement liée à une politique économique, elle-même basée sur une économie de la contribution. Cette économie de la contribution, elle suppose une pratique, un développement des technologies actuelles pour les mettre au service non pas de la crétinisation généralisée, la facebookisation du monde, mais pour faire que se développent à nouveau des modèles éducatifs, à nouveau des processus d'individuation collective qui soient véritablement producteurs de désir, d'investissement, de liaison sociale et non pas de la guerre de tous contre tous qui conduit forcément un jour ou l'autre au crime aveugle comme celui qu'on a pu voir à Toulouse. Et ça, ce qui conduit à cette horrible boucherie, c'est ce que j'appelle la bêtise systémique, qui a été produite par une exploitation totalement déréglée de ce qu'on appelait autrefois le progrès technique. Je pense que ça doit changer, je pense que dans ce changement, les artistes, les structures culturelles ont un rôle absolument fondamental à jouer. Je pense que cette biennale des écritures du réel, et c'est ça le réel, hein, elle est là pour ça, c'est pour ça que je suis venu, je vous remercie de m'avoir écouté, et maintenant on va pouvoir discuter un petit peu. Merci de votre attention. Voilà, merci. J'avais demandé à la régie si on pouvait baisser un peu la lumière, que je vois un peu la salle. Merci.
Merci Bernard Stiegler. Donc la parole est à vous. On va circuler avec les micros dans la salle. On se donne pas trop longtemps parce qu'il y a encore beaucoup de voyages qui vous attendent demain très tôt à l'aube, si je le crois bien, j'en suis sûr. Donc voilà, on va essayer de donner quoi, 40 minutes, hein. Donc, sur ces industries culturelles, notamment ces théâtres, par exemple, qui vont utiliser le langage du marketing vis-à-vis des spectateurs pour les faire venir dans leur théâtre. Et là, moi, je m'inquiète de plus en plus de cette dérive que j'identifie dans ma ville, enfin ici sur le territoire, où les théâtres, par exemple, investissent beaucoup d'argent dans une communication qui tout d'un coup positionnerait les spectateurs dans une consommation d'œuvres. Alors ils ont pour ça beaucoup de stratégies commerciales. La dernière en date, c'était, je crois, une place achetée, 2 places offertes. C'est-à-dire un vocabulaire qui vient directement de la société, de la société de consommation, du consumérisme. Et je voulais avoir votre regard là-dessus parce que vous ne l'avez pas évoqué. Je me demandais pourquoi vous ne l'aviez pas évoqué. Je ne l'ai pas évoqué parce que je suis tellement d'accord avec vous. C'est comme pour moi, c'est l'évidence absolue que c'est un problème majeur. Mais je n'ai parlé que de ça, d'une certaine manière. Simplement, ce que je crois, c'est que le problème n'est pas là. C'est un problème. C'est évidemment un problème. Mais moi, en tant que... Mon étiquette, c'est philosophe. Donc voilà, j'ai appris en philosophie qu'il fallait, quand on réfléchit à un sujet, essayer de, comme dit Descartes, ordonner les questions. C'est-à-dire identifier les schémas de causalité. Pourquoi est-ce que des scènes de théâtre, y compris des scènes nationales subventionnées, et non pas des théâtres privés, donc des scènes qui sont en principe ne sont pas sur le marché, comme on dit, en viennent à des comportements de ce type? C'est parce qu'elles ne croient plus à la possibilité de faire autrement. Je dirais d'abord ça. Et deuxièmement, parce qu'il y a une pression politique énorme pour les conduire au renoncement. Qu'est-ce que c'est que ce renoncement? C'est le renoncement à croire que le théâtre, par exemple, qui n'est pas une industrie culturelle, mais qui peut se soumettre au modèle de l'industrie culturelle, ça c'est ce que vous venez de dire, et donc du coup ressembler à une industrie culturelle, se prendre pour une industrie culturelle. Le théâtre n'est plus appréhendé là comme un espace d'individuation, mais comme un espace de distraction, voire de crétinisation cultivée. Quand je dis crétinisation cultivée, je pense à une expression d'Hannah Arendt qui parle de ce qu'elle appelle les Philistins cultivés. Le mot philistin, c'est un mot qui était employé à la fin du XVIIIe siècle, au moment où la bourgeoisie montante commençait à concurrencer l'aristocratie. Certains, dont les romantiques allemands, appelaient ces gens qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux riches, et qui devenaient puissants, parfois plus puissants que la noblesse. Ils les appelaient des Philistins parce qu'ils disaient que ce sont des gens qui ne comprennent pas qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que la possession. Et eux qui découvrent la possession, tout à coup, ils veulent adopter tous les atours du prestige de la possession, mais en fait ils n'ont pas cette dimension, c'est un discours qui peut être très réactionnaire, ce que je suis en train de vous dire, hein, cette dimension que les aristocrates ont, c'est-à-dire qu'un aristocrate, il brûlera son château pour sauver son honneur, mais son honneur est beaucoup plus important que sa possession. Je présente de manière très très schématique quelque chose qui je crois correspond à ce dont je parle, mais évidemment qui est beaucoup plus raffiné que ça. Le mot philistin a beaucoup circulé tout au long du XIXe siècle, puis il est tombé en désuétude. Et Hannah Arendt, dans un livre très connu qui s'appelle La crise de la culture, l'a ressorti et elle a dit aujourd'hui nous avons affaire à de nouveaux Philistins. Ce sont des Philistins cultivés. Ils vont au théâtre, ils parlent de littérature, etc. J'ai fait une conférence, moi, sur Marcel Duchamp, où j'essayais de montrer que c'était ça que combattait Marcel Duchamp. C'est aussi ça que combattaient les dadaïstes. J'ai souligné dans cette conférence que quand Marcel Duchamp a apporté sa pissotière à New York, qui est devenu finalement ce qui l'a rendu le plus célèbre, alors que ce n'est pas forcément ce qui représentait le mieux Marcel Duchamp d'ailleurs. C'est devenu très célèbre à travers Andy Warhol qui s'est réapproprié ce geste, qui en a fait le sens de ce qu'on appelle l'art contemporain. J'en ai parlé pour souligner qu'au moment où
où Marcel Duchamp a fait cela, Marcel Proust publiait les derniers volumes de La recherche du temps perdu, c'est-à-dire La conquête du pouvoir par les Verdurins. Et à cette même époque, au Café Voltaire, à Zurich, Tristan Tzara créait le mouvement dadaïste qui luttait contre la philistinisation du monde. Alors, les pauvres dadaïstes n'imaginaient pas à quel point ils allaient eux-mêmes contribuer à cette philistinisation. Parce que le pouvoir de récupération de cette société consumériste était inouï et quasiment inconcevable, inimaginable. Et ce pouvoir de récupération qui, au passage, a récupéré ce que je disais tout à l'heure à propos de Jimi Hendrix, de jazz, etc., tout ce qu'on appelle la contre-culture, et qui a mis tout ça, y compris mai 68, jusqu'en 1976, Yvon Gattaz a réuni le CNPF en disant qu'il faut reprendre les idées de 68, ce sont de très bonnes idées pour développer le marketing, il faut liquider les structures familiales qui empêchent la consommation, etc., etc. Tout ça a conduit dans le monde de la culture, que je connais très bien, puisque j'en fais partie, je veux dire, j'ai dirigé des grandes institutions culturelles, donc c'est un monde que je connais bien, que je fréquente beaucoup, ça a conduit au renoncement. Il n'y a pas que les socialistes, les communistes ou les politiques en général qui ont renoncé. Les directeurs de théâtre aussi ont renoncé. Et vous aussi. Et moi aussi. Parce qu'on nous a fait intérioriser un état de fait qui se dit en anglais, vous le savez bien, « there is no alternative ». C'est un processus idéologique qui s'est développé avec des moyens énormes et une intelligence diabolique pour arriver à canaliser tout cela, tout récupérer et tout détruire. Il y a un découragement immense qui s'est installé dans les... Moi, je discute beaucoup avec des gens de théâtre, je ne donnerai pas de nom, mais auxquels je tiens le discours que je vous ai tenu ce soir, et qui me disent « mais c'est foutu, il n'y a rien à attendre, c'est terminé, c'est cuit, donc faisons nos trucs dans notre coin ». Moi, je refuse totalement cela. Alors d'autres qui disent « bah non, on ne peut pas faire notre truc dans notre coin, parce que sinon on n'aura pas notre subvention, etc. » Puis avec les RGPP, donc marketing... Mais il ne s'agit pas de mettre à l'index les gens qui font ça. Quand je vous réponds là, c'est que je vous dis que vous aussi et moi aussi, nous contribuons à ce truc-là. Nous n'avons pas fait un travail critique suffisant pour changer cet état de fait. Mais c'est en train de changer. Robin Renucci, par exemple, qui est un ami à moi, pas depuis très longtemps d'ailleurs, mais dont je suis le travail par contre depuis bien au moins 10 ans, est quelqu'un qui a une toute autre conception du théâtre. Mais c'est pas pour rien. Il était lui-même, il est devenu comédien dans une troupe amateur. Il est toujours resté amateur. C'est aujourd'hui un des comédiens les plus célèbres de France. Il n'a aucun problème à trouver des contrats. Il en a beaucoup trop. Mais il m'a dit un jour, monsieur, moi ça ne m'intéresse pas trop. Ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire du théâtre aux gens. Et je pense que tous les artistes sont comme ça. C'est pour ça que je citais Joseph Beuys tout à l'heure, parce que c'était ça le sens de l'art de Beuys. Alors après, on peut discuter sur Beuys tant qu'on veut, mais fondamentalement, c'est cela qu'il disait. Donc l'état de fait que vous décrivez, oui, il existe, mais je dirais que si je n'en ai pas parlé, en fait, moi je n'ai parlé que de ça, bon, mais c'est parce que ce qui est important, c'est d'étudier les causes de tout cela. Et les causes de cela, eh bien, c'est une transformation de la société qu'il faut à nouveau transformer en un sens cette transformation ne sera pas simplement dans les théâtres. Elle doit se faire dans les entreprises, elle doit se faire à l'école, elle doit se faire dans les partis politiques. C'est un énorme processus qui doit nous mettre en question. Nous devons recommencer à nous poser vraiment des questions, et autant que possible les bonnes questions, pas celles qui sont suscitées artificiellement par TINA, c'est-à-dire « there is no alternative », ce qu'on appelait autrefois la pensée unique. Bonsoir, merci pour le voyage. Je pense aux éditions Yves Michel, on trouve 2 livres à propos des créatifs culturels. Le premier a été fait aux États-Unis et le deuxième tout récemment en France. Il fait quand même état de cette phrase que j'aime beaucoup qui est « là où croit le danger, croit ceux qui sauvent ». C'est-à-dire qu'il y aurait, semble-t-il, et il y en aurait certainement beaucoup dans la salle, environ 17% de créatifs culturels qui envisagent autrement le système et qui ont compris le danger et qui, au sein de la société, agissent profondément. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, j'en suis tout à fait convaincu comme vous. D'ailleurs, j'ai rencontré les gens qui ont écrit ce livre en France, et moi-même, je travaille un peu à Nantes sur cette question.
C'est pour ça que j'ai rencontré Michel André, d'ailleurs, au lieu unique de Nantes. Donc j'y crois beaucoup. Alors moi, je dis pas créatif, parce que je n'aime pas employer le mot créatif. D'abord, je ne crois pas vraiment à la création, qui est un concept qui vient du christianisme. Bon, je ne sais pas que j'ai quelque chose contre le christianisme, hein, mais simplement, je pense que, si vous voulez, c'est pas tellement à cause de ça que je ne m'en sers pas, parce qu'à la limite, ça ne me dérange pas tant que ça, mais c'est surtout parce que le grand théoricien de la créativité en économie, c'est comment s'appelle-t-il, Richard Florida. Enfin, c'est John Austin et Richard Florida, qui sont un businessman et un sociologue américain, qui ont développé une théorie de ce qu'ils appellent l'économie créative, dont je me méfie comme de la peste. Et qui consiste à dire, il y a de la créativité en chacun de vous, faisons des séances de créativité pour que, finalement, vous puissiez... C'est une machine à récupération assez redoutable et extrêmement soutenue actuellement. Ça fait d'ailleurs partie de la politique officielle de la Commission européenne, du président M. Barroso, de développer l'industrie créative et l'économie créative en Europe. Moi, je pense que ce n'est pas d'économie créative dont nous avons besoin, c'est d'une économie contributive. C'est-à-dire que, si vous voulez, j'ai rien contre le mot création en tant que tel, mais je préfère le mot contribution, qui est plus neutre et plus accueillant. Lorsque Boyce, dont je parlais à l'instant, dit une infirmière ou un boulanger ont en eux quelque chose d'artistique, c'est de l'ordre de ce que j'appelle la contribution. Et je pense qu'il y a une mystique de la création, et c'est pas pour rien qu'il y a une mystique, parce que la création, c'est la création divine, hein, que je préfère éviter personnellement. Mais cela étant, à cette réserve près, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, et moi je crois de toute façon qu'il y a en chacun de nous, comme Boyce, je crois qu'il y a en chacun d'entre nous une capacité de remise en question extraordinaire qui correspond à ce que ce livre appelle les créatifs, enfin le pouvoir de... J'appelle ça, moi, l'individuation, en fait. S'individuer, qu'est-ce que c'est? L'individuation, c'est ce qui fait que je deviens un individu incomparable. Ce qui fait qu'un individu est un individu, c'est qu'il est incomparable à tout autre individu, et c'est ce qui fait qu'il va... lui, ne s'en rend pas compte de son incomparabilité, il vit son incomparabilité, ce qu'on appellera, si vous voulez, son altérité, mais il ne peut pas la voir. Wittgenstein a expliqué pourquoi. La seule personne qui ne puisse pas voir qui elle est, c'est elle. Wittgenstein explique que vous pouvez savoir des tas de trucs sur tout, etc., mais la seule personne qui ne peut pas savoir qui vous êtes vraiment, c'est vous. Parce que vous n'êtes jamais la même personne de toute façon, et qu'il y a des mécanismes qui font que vous ne pouvez pas accéder à votre altérité, pour des raisons de complexité de ce que Freud appelait l'appareil psychique, l'organisation du moi, du surmoi, de l'inconscient, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans ces questions-là. Mais en revanche, ce que je crois Jacques Lacan surtout a montré, c'est que dans l'autre, par exemple, quand j'aime quelqu'un, quelque chose, j'aime une personne, j'aime un livre, etc., c'est ce que dit Marcel Proust dans le dernier tome, dans Le Temps retrouvé, dans le dernier tome de La Recherche du temps perdu, en 1917, il dit, dans un livre, ce qui fait que le livre est puissant, c'est qu'en fait, il me donne accès à ce qui est en moi et que je ne peux pas voir tout seul. Autrement dit, quand je lis un livre, en réalité, ce n'est pas le livre que je suis en train de lire. Je suis en train de lire à travers le livre le texte de qui je suis et je m'individue. Ça, c'est une relation de désir, d'amour, d'amateur. Amateur, ça vient d'aimer, hein. C'est une relation d'amateur, et je pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans une économie totalement en ruine, parce que nous avons détruit cela dans toute forme d'économie. Je prends le mot économie au sens où Jean Bataille le prenait, c'est-à-dire c'est à la fois l'économie des pommes de terre et des subsistances en général, et l'économie libidinale, comme disait Freud, c'est-à-dire mon rapport aux œuvres, aux gens, à mes proches, à mes lointains, etc. On a détruit tout cela. Mais en même temps, tout ça reste en nous. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de motif vraiment de désespérer, parce qu'il y a un potentiel de recréation toujours très puissant dans les gens. Après, il y a un potentiel de destruction de ce potentiel, si je puis dire, de barrage et de refoulement et de censure de cela, qui est extrêmement grand aujourd'hui. Et si on ne travaille pas à analyser, à critiquer, à combattre cela avec des concepts, parce qu'il faut des concepts, il y a des moments où il faut des concepts, eh bien, on ne peut pas s'en sortir. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, et moi je crois beaucoup, c'est pour ça que je suis là.
Si j'y croyais pas, je ne serais pas venu, bien sûr. Bonsoir. Je m'adresse à l'éveilleur de conscience que vous êtes. Une fois que nous avons pris conscience de ce que vous nous transmettez et de cette politique de contribution, comment peut-on marcher ensemble? C'est un vaste sujet. Ça dépend de ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites vous-même? Oui. Je suis coach mental, je fais de l'accompagnement en développement personnel. Oui. Je viens de la communication, du marketing, et un jour j'ai arrêté parce qu'il manquait la dimension de l'homme. Donc je suis un peu sur vos pas, mais néanmoins, tout seul, on apporte une petite goutte d'eau, mais elle n'est pas suffisante. Donc adhérez à votre association. En sortant d'ici, je vais courir vers mon ordinateur et me connecter sur Art, industrialisme. Mais après, tout cela, autant que nous sommes, une fois qu'on a cette prise de conscience, comment peut-on vous rejoindre, marcher avec vous, sans que vous soyez notre gourou non plus, en totale liberté? Non, il n'y a pas de gourou Ars Industrialis. Ars Industrialis, c'est un groupe de gens où il y a... tout le monde n'est pas actif de façon équivalente, mais moi je ne suis pas du tout un gourou. Je ne veux absolument pas jouer un rôle de ce genre. Par contre, je travaille avec des gens très compétents, je crois, très compétents, qui ont vraiment des savoirs et des saveurs, parce que le savoir, ça donne de la saveur, et qui travaillent beaucoup, et qui se posent beaucoup de questions, qui se remettent beaucoup en question, et nous travaillons dans des groupes. Donc, par exemple, je viens de publier un livre avec 4 autres personnes. C'est un travail de 2 ans au sein d'Ars Industrialis avec une autre association d'ailleurs qui s'appelle Scolet.fr, qui est animée par quelqu'un qui est aussi membre d'Ars Industrialis sur les questions d'éducation. Nous avons un groupe qui d'ailleurs s'est réuni la semaine dernière avec Michel Aglietta, l'économiste, et quelqu'un d'autre qui est beaucoup moins connu mais qui est spécialisé en énergie, qui travaille sur les questions énergétiques, l'investissement énergétique, etc. Nous avons un autre qui travaille sur les questions de fiscalité. Alors il y a des gens qui nous disent « Ah ben vous voulez devenir un parti politique ?» Non, nous faisons le boulot que devraient faire les partis politiques, mais nous ne voulons absolument pas être un parti politique. Nous ne sommes pas du tout tentés par la politique. Par contre, nous voulons être des citoyens. Et un citoyen, ça travaille. Vous savez bien que le théâtre était une quasi-obligation dans la cité grecque. Mais le théâtre, pour les Grecs, ce n'était pas un lieu de distraction. C'était un lieu de travail. Au sens où on dit que, par exemple, une femme qui est en train d'accoucher est en travail, ou un analysant qui est chez son analyste est en travail. C'est un travail. Nous croyons au travail du concept. Nous croyons aussi au travail du ventre de la mère qui accouche. Nous croyons au travail de l'inconscient de l'analysant qui analyse avec son analyste. Mais nous croyons aussi au travail du concept. Ce que Hegel appelait le travail du concept. Et donc nous essayons de pratiquer, non pas ce qu'on appelle les universités populaires, etc., parce que moi je ne crois pas aux universités populaires. Je pense que je suis universitaire, l'université, ça a des centres de recherche, des doctorants, etc. Et ce qui souvent est présenté comme des universités populaires, ce ne sont pas des universités populaires. Par contre, ce sont des espaces de discussion. Et ça, c'est très important de créer des espaces de discussion. Après, la discussion ne suffit pas. Il faut du travail. Donc, par exemple, nous demandons aux adhérents de l'Ars Industrialis de travailler. Nous mettons en ligne toutes les semaines beaucoup de choses, des articles, d'abord, il y a 500 contributeurs sur le site d'Ars Industrialis qui ont leur blog sur le site, mais nous mettons en ligne toutes sortes de choses, des informations, des sujets de discussion, des enregistrements de vidéos, etc., etc. Et nous attendons de nos adhérents, pas de tout suivre, parce qu'on ne peut pas, moi-même, je n'arrive pas à tout suivre, mais de travailler dans des champs, de s'impliquer, de contribuer. Voilà. Et alors, on y arrive plus ou moins bien, parce que c'est difficile. Et chacun contribue en fonction de ses possibilités. Mais nous croyons à cela, et comme ça fait 7 ans que ça dure, comme ça n'arrête pas de se développer, je pense qu'on a raison d'y croire. Voilà. Monsieur. Bonsoir. Je vous remercie. Et je vais être un petit peu exigeant. Qu'est-ce que c'est la contribution? Comment est-ce que vous l'envisagez? Comment est-ce que vous ne l'envisagez pas?
quelle contribution est-ce que vous rejetez dans votre définition de la contribution? Et comment est-ce que cette contribution se distingue de ce que vous nous avez présenté ce soir comme désagréable? Comme quoi? Désagréable? Ce sont de très bonnes questions. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à faire passer pour de la contribution ce qui n'en est pas à nos yeux. Par exemple, Facebook, qui se présente comme un espace contributif. Alors que c'est au contraire, à mon avis, très massivement un espace désindividuant, c'est-à-dire qui détruit au contraire le processus de contribution. Vous avez tout à fait raison d'être exigeant, je vous en remercie beaucoup. Pour moi, la contribution, je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui produit de l'individuation, mais de l'individuation au sens où Gilbert Simondon l'entendait. Gilbert Simondon, c'est un philosophe très très important, dont je pense que vous entendrez parler dans l'avenir, parce qu'il commence à être traduit aux États-Unis et dans plusieurs langues, et je pense que c'est un penseur vraiment de premier plan du XXe siècle. Il est très important pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas développer ici. Mais en particulier pour moi, il était d'abord très important parce qu'il a permis de comprendre que je ne peux pas m'individuer psychiquement, comme il dit, c'est-à-dire devenir qui je suis en tant qu'individu psychique, si je ne contribue pas à l'individuation collective. C'est-à-dire que je ne m'individue psychiquement que dans la mesure où je contribue à l'individuation psychique d'autres individus psychiques. Par exemple, ce que j'essaye de faire en discutant avec vous là en ce moment, ou ce que vous essayez de faire en m'interpellant. Nous sommes en train de nous co-individuer en ce moment. Et ce processus de co-individuation, qui nous fait réfléchir, qui nous fatigue, qui nous occupe beaucoup, qui fait qu'on a bloqué une soirée, etc., etc., et peut-être on va continuer à penser à tout cela dans la suite, que ça aura des conséquences, ce qui désigne ce que j'appelais tout à l'heure le travail, c'est un processus d'individuation collective. Ce processus, c'est aussi un processus d'apprentissage. Il y a individuation collective quand il y a apprentissage et réciproquement. Il y a apprentissage quand il y a individuation collective. Apprentissage qui produit ce que j'appelais tout à l'heure des savoirs. La contribution, c'est la déprolétarisation, c'est-à-dire c'est la reconstruction de savoir. Il y a aujourd'hui, avec les réseaux numériques contemporains, toute une industrie qui est en train de se développer, principalement aux États-Unis, qui est en grande partie pseudo-contributive. Je dis en grande partie parce que, pour une part, elle n'est pas pseudo-contributive, elle est réellement contributive. Moi, j'utilise aujourd'hui beaucoup des technologies de réseau. Par exemple, Arsène Lupin, dont je viens de parler, n'aurait pas existé s'il n'y avait pas ces technologies. Et nous utilisons ces technologies dans un sens que nous appelons pharmacologique. Pour préciser mon propos, on l'a un tout petit peu évoqué d'ailleurs, je crois, tout à l'heure dans une question, nous disons que les réalités humaines, ce sont des réalités foncièrement ambiguës. Que ces réalités sont toujours à double face, qu'il y a toujours une face, on va dire, négative et une face positive, pour aller vite. Hein. Moi, je dis plutôt une face empoisonnante ou toxique et une face curative ou remédiante. Le modèle que nous employons pour penser tout cela, c'est celui que Platon met en œuvre dans le Phèdre, dans le dialogue Phèdre, pour parler de l'écriture comme d'un poison qui peut aussi être un remède. Aujourd'hui, nous voyons se développer des technologies numériques qui sont hautement pharmacologiques et qui produisent beaucoup de pseudo-économie de la contribution. D'ailleurs, l'université de Harvard, il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, a sorti un numéro spécial sur la contribution. Mais dans un sens, pour une très grande partie de ce qui était dit, pas tout, mais une très grande partie, ce n'était pas du tout de la contribution, c'était au contraire de l'hyper-consumérisation. Ce que Marianne Dujarrier, une sociologue française, a rendu public dans un livre qui s'appelle « Le travail du consommateur », où elle montre comment aujourd'hui, en tant que consommateur, on vous amène à vous hyper-consumériser vous-même par des pratiques
contributive. Y compris d'ailleurs, on permet de supprimer des emplois à la SNCF parce que vous achetez votre billet vous-même à la borne, etc. On vous fait travailler pour faire le service vous-même, etc. Et ça va, avec le numérique, ça peut aller extrêmement loin. Le modèle de Facebook, c'est ça. C'est-à-dire que vous contribuez vous-même à votre auto-traçabilité pour vous désindividuer et finalement pour créer une addiction à un processus qui, pour une grande partie, augmente la désocialisation généralisée. Alors quand je dis ça, c'est pas contre Facebook simplement, parce que sinon je ne serais pas cohérent avec moi-même. Je pense que j'ai d'ailleurs publié un petit bouquin là-dessus il y a 2-3 mois. Je pense que ce qu'on appelle les réseaux sociaux, y compris Facebook, ce sont aussi des espaces d'invention nouveaux, de nouvelles formes de socialisation, de nouvelles formes d'individuation collective. Mais à quelles conditions? C'est ça la question que vous me posez. À la condition d'en construire un savoir. Aujourd'hui, le modèle économique de Facebook repose sur la destruction des savoirs sociaux, pas du tout sur leur développement. Un savoir qui se développerait sur Facebook, ça serait d'abord un savoir de Facebook lui-même, permettant de critiquer Facebook, de le révolutionner, de le subvertir littéralement, pour que finalement ce soit les je ne sais pas comment les appeler, les gens qui sont membres du réseau, qui finalement exploitent les données du réseau et non pas une direction économique du réseau qui en tire un parti, un profit, disons, classiquement consumériste et publicitaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la contribution? D'abord, quand j'étais petit, moi, on ne parlait pas des impôts, on parlait des contributions. On appelait ça les contributions directes et indirectes. Et je pense qu'il n'y a pas la contribution, il y a des modalités de la contribution. Je parlais tout à l'heure, je disais à madame que nous avons un groupe qui travaille sur la fiscalité, avec un collègue universitaire qui s'appelle Franck Cormeret. Nous prônons le développement de ce que nous appelons une fiscalité contributive, qui par exemple permettent de valoriser correctement ce qu'un autre économiste, Yann Moulier-Boutan, appelle l'économie pollen, c'est-à-dire tout ce qui est produit par la contribution, qui relève de ce que lui appelle la pollinisation. C'est une histoire que vous connaissez sans doute parce que ça a énormément circulé, ça s'appuie sur quelque chose qui est raconté par Einstein. Alors, certains disent que c'est apocryphe, mais peu importe. Vous savez, on dit qu'Einstein avait prédit que l'humanité périrait par la destruction des abeilles. Pourquoi disait-il ça? C'est parce que les abeilles ou les hyménoptères en général. Les hyménoptères, ce sont ceux qui rendent possible la fécondation des végétaux. Sans hyménoptères, il n'y a plus de vie végétale. Et ça faisait dire à Einstein que les abeilles étant menacées, en effet, vous savez que les pays, en partie des États-Unis, il n'y a plus d'abeilles, et ça pose de très très gros problèmes à l'agriculture, parce que maintenant on est obligé de mettre des abeilles artificiellement, ou à moins de se retourner vers Monsanto, bien entendu, hein, c'est la solution que propose Monsanto. Mais Einstein disait cela parce qu'il disait que, enfin, ce qu'il voulait dire, et plus exactement ce que dit Yann Moulier-Boutan qui reprend cette problématique, c'est que la valeur qui est apportée par les abeilles n'est pas monétarisable. C'est pas le miel que l'apiculteur peut aller vendre au marché bio de la place du cours Julien qui fait la valeur des abeilles. C'est ce qu'on ne monétarisera jamais. C'est un service qu'elles rendent à la société, mais qui est une valeur beaucoup plus grande. Et cette valeur, c'est une capacité au sens d'Amartya Sen. C'est-à-dire c'est une capacité, comme on traduit parfois. Alors, l'économie de la contribution, c'est ce qui est capable de valoriser ce genre de choses et d'en faire une économie viable, y compris monétaire, parce qu'il faut de la monétarisation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui passent par la monétarisation, bien entendu. Voilà, je ne vous réponds pas très précisément, parce que c'est un sujet immense et complexe, et sur lequel, par ailleurs, pour toutes sortes de choses, je n'ai tout simplement pas la réponse. Mais je vais vous donner un autre exemple. Je parlais de l'énergie tout à l'heure. Je vais maintenant vous parler du bâtiment, ou plutôt de l'habitat. Je travaille aussi avec Patrick Bouchin, qui est un architecte, vous connaissez peut-être. Il est bien connu dans le monde de la culture, parce qu'il a fait beaucoup de lieux de culture. Patrick Bouchin développe depuis des années une réflexion sur un habitat social qui serait basé sur la contribution des habitants à la construction elle-même, et pas sur le modèle des castors, de ce qu'on appelait autrefois les castors, mais sur un modèle beaucoup plus élaboré, qui consiste d'abord à dire qu'on ne finira pas les habitations sociales, les appartements, etc., et que les gens les finiront eux-mêmes parce qu'ils font ce qui leur plaît, et que lui, il est là pour les conseiller, les aider, éventuellement leur faire acquérir les savoir-faire pour ça, etc., leur redonner du goût de savoir, de faire, donc de la saveur, et puis au même
par la même occasion des parts sociales, parce que s'ils ont travaillé dans leur habitat, ça leur donne un droit d'actionnaire sur cet habitat social, et que du coup, s'ils ont consacré, je ne sais pas, un an de leur vie à développer leur truc, c'est une valeur qui leur apporte un capital, donc ils sont chômeurs, ils n'ont pas d'argent pour acheter, mais en même temps, ils font un apport en capital par leur travail. C'est un tout autre modèle, ça c'est un modèle contributif. Voilà, je pourrais vous en parler longuement, il faudrait que je vous parle du logiciel libre, qui est un modèle où, évidemment, on voit comment ce modèle qui aujourd'hui domine l'industrie informatique, aujourd'hui le logiciel libre est majoritaire dans l'industrie informatique. C'est un modèle qui repose fondamentalement sur le partage du savoir, sur la non-appropriation, la non-privatisation du savoir, et donc sur une circulation d'une valeur pollen, si vous voulez, qui à un moment donné se monétarise, bien entendu, hein, parce que se monétarise de 36 manières différentes. Il y a des sociétés qui se monétarisent par du conseil, d'autres qui se monétarisent par la formation, d'autres parce qu'il faut vivre. Donc, et puis il y a d'autres modèles où moi je dis qu'il faut monétariser par l'impôt. C'est-à-dire qu'au lieu de parler d'un revenu d'existence simplement qu'on donnerait, il faut, oui, je suis pour le revenu d'existence, mais une condition, c'est qu'on valorise la contribution comme une économie à part entière, qui n'est pas ce que Michel Rocard appelait le tiers secteur, c'est-à-dire pour les associations, l'aide à la personne, etc. Non, qui fonctionne dans tous les champs de l'économie, y compris l'énergie, l'industrie, etc. Il y a encore les Fab Labs, qui sont des lieux de production matérielle, qui se développent aujourd'hui, et qui sont extrêmement intéressants. C'est en Afrique, à mon avis, que se passent les choses les plus intéressantes avec les Fab Labs actuellement. Pourquoi en Afrique? C'est parce qu'en Afrique, on est dans une économie de la récupération et du bricolage, et les Fab Labs, c'est l'art du bricolage industriel, et c'est développé. Aux États-Unis, par exemple, il y a un agriculteur qui s'est mis à créer un Fab Lab de machines agricoles, et ça marche très bien. Très très bien, ces machines coûtent beaucoup moins cher, sont beaucoup plus robustes, tout le monde sait les réparer, et donc ça se développe très bien. Voilà, tout ça, ce sont des modèles passionnants, extrêmement riches, par rapport auxquels je n'ai pas toutes les réponses. Hein. Il y a des tas de choses, il faut beaucoup de travail, des années de recherche pour arriver à construire ce nouveau modèle, mais il est en train de se construire. Hein. Ce n'est pas quelque chose pour l'avenir, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Bonjour. Merci pour votre conférence. Vous l'avez commencé cette conférence en nous parlant d'un chômeur que vous trouviez particulièrement cultivé ou érudit, ou enfin iranien en tout cas. Et moi j'ai trouvé ça totalement paradoxal parce que, a priori, ce chômeur il a le temps. Moi j'ai pas forcément le temps de lire Tolstoï, même si je l'ai lu, mais bon. La question se pose peut-être pas comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que le problème de ce chômeur, je ne sais pas si vous considériez c'était le fait qu'il n'ait pas d'argent pour accéder à ses biens culturels, ou le fait qu'il soit insuffisamment professionnel, c'est-à-dire que le fait qu'il soit chômeur sous-entend qu'il n'est pas assez spécialisé, donc il est forcément discrédité parce qu'il ne peut pas être un professionnel, donc en parler comme un professionnel. Ça m'a gêné un peu ce vocable d'amateur du coup que vous avez utilisé. Mais du coup, je me demandais si la solution à ce petit paradoxe pour permettre à notre chômeur d'être un vrai professionnel, c'était pas la gratuité. Alors, d'abord, mon problème, c'est pas du tout que ce chômeur devienne un professionnel. Et je me suis très très mal exprimé, manifestement. Si vous voulez, pour moi, Hossein Zabzian, c'est un amateur comme la femme du colonel, les enfants du colonel, le juge, etc. Il faut que vous voyez le film. C'est-à-dire qu'ils sont tous passionnés de cinéma, ce sont tous des amateurs. Et comme le chauffeur de taxi dont je vous parlais tout à l'heure, qui voilà, m'a sidéré parce que pendant 1h30, il écoutait de la poésie. Il en disait c'est un pays où il y a une culture et un respect qui n'est, à mon avis, beaucoup moins abîmé que nous par le consumérisme. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire que du coup, je soutiens les ayatollahs ou les mollahs. C'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire simplement, c'est que ce qui se passe dans ce film-là n'est possible que parce que, c'est ce que montre Kiarostami à mon avis, tous ces gens-là sont absolument passionnés de cinéma. Et que du coup, à un moment donné, ils se comportent d'une manière incroyable qui donne ce film magnifique. Après, si j'ai parlé de Hossein Zabzian, d'abord c'est parce que c'est le héros du film, et parce qu'il est particulièrement étonnant que quelqu'un qui a vraiment des problèmes pour se nourrir, mettre de l'argent dans un bouquin. C'est quelque chose qui est quand même surprenant. Et je pense que, si vous voulez, ça indique quelque chose d'intéressant. Alors peut-être que je fantasme là-dessus, etc., mais je ne crois pas. Je ne
crois pas. Mais je ne voulais surtout pas dire qu'il fallait qu'il devienne un professionnel. Surtout pas. Je déteste les professionnels. Ce que Godard appelait les professionnels de la profession en particulier. Vous voyez ? Les professionnels, ce sont mes ennemis. Je pense qu'il ne faut pas devenir un professionnel. Il faut devenir un sachant ou un savant. Pas du tout pareil. Un sachant ou un savant, c'est celui qui sait savourer les choses. La plupart des professionnels ne savourent plus rien. C'est pour ça qu'il me posait cette question tout à l'heure sur les scènes nationales qui ne font... Les scènes nationales ou autre chose. Ou les organismes culturels qui ne pensent plus qu'il y a un truc, c'est à faire du chiffre. C'est-à-dire à augmenter leur fréquentation. C'est pas le problème. C'est évidemment un problème. Quand une scène n'a pas de public, c'est un très très gros problème. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quand la scène ne fait plus son travail. C'est ça le problème. Alors, ce que je voulais dire à propos de Zabzian et de sa culture, c'est que cette culture, c'est pas simplement la sienne. Si vous allez en Iran, c'est impressionnant de voir la culture des gens, quoi. Et c'est pas du tout pour culpabiliser les Occidentaux, nous les Français, ou je sais pas quoi. Il s'agit pas du tout de ça. Simplement, il s'agit de dire que, mais là il faudrait évidemment parler en ayant vu le film, une telle histoire n'aurait pas pu arriver en France, voilà, aujourd'hui, à mon avis. Et c'est pas du tout parce que les Français sont des crétins ou que les chômeurs français sont des paresseux. C'est pas du tout ça. C'est parce que aujourd'hui, ce que je décrivais tout à l'heure avec les mots de Max Weber comme le développement d'un désenchantement du monde, ça s'est tellement développé dans nos pays, les grands pays industriels occidentaux, que c'est même pas concevable des histoires comme celle-là. Et je pense qu'en revanche, en Iran, c'est très concevable. D'ailleurs, je vous recommande de lire un petit livre qui s'appelle Le cinéma iranien d'un autre cinéaste qui s'appelle Romouskay, qui explique le rapport entre le cinéma, la lutte contre le Shah d'Iran, la révolution iranienne, etc., qui permet aussi de comprendre beaucoup de choses par rapport à ça. Mais voilà, c'est ça. Alors après, ce sont des sujets compliqués, dont j'ai parlé très vite, un peu comme ça en introduction. Moi, je ne veux surtout pas que les amateurs deviennent des professionnels. Je voudrais que les professionnels redeviennent des amateurs. Un jour, j'ai fait une conférence, on m'a invité, c'est une école de commerce qui m'avait invité à faire une conférence pour ses étudiants. Et comme c'est une école de commerce qui a pas mal de sous, qui m'avait d'ailleurs bien payé pour ça, elle avait loué l'atelier de Picasso qui est rue Guénégaud, à Paris, dans le 6e arrondissement. C'est là où Picasso a peint beaucoup de ses œuvres. Très bel endroit, au bord, à côté de la Seine. Grand atelier, comme ça. Je faisais cette conférence dans une pièce qui était grande comme cette Seine à peu près. Et j'avais devant moi une centaine d'étudiants. Et je leur ai parlé justement des amateurs. Et je leur ai dit, vous voyez, imaginez que Pablo Picasso, par exemple, tout à coup, le régime de Vichy, par exemple, lui dit, ça serait tout à fait concevable, hein, lui dit, vous êtes interdit de vendre des tableaux. Vous avez soutenu la révolution espagnole, la guerre d'Espagne, vous êtes un sale coco. Interdiction de vendre des tableaux. Les gens qui achèteront des tableaux de Pablo Picasso seront mis en prison, et si vous vendez des tableaux, vous serez mis en prison. Qu'est-ce que vous croyez qu'aurait fait Picasso? Vous croyez qu'il aurait arrêté de peindre? Bien sûr que non. Picasso n'est absolument pas un professionnel de la peinture, c'est un amoureux de la peinture, ce qu'on appelle un amateur de peinture. C'est de ça dont j'essaie de vous parler. Aujourd'hui, pour des raisons qui tiennent aussi à des évolutions technologiques, j'ai pas pris le temps d'en parler parce que je n'avais pas le temps, je ne pouvais pas parler de tout ce soir, mais aujourd'hui, les gens ont désappris la lecture de la musique, par exemple. Moi, j'ai un grand-père qui était chauffeur de locomotive, il lisait la musique. Et puis, j'ai été directeur de l'IRCAM pendant 5 ans. Et un jour, j'ai lu un article, un entretien de Béla Bartók, qui a été fait en 1937, où on lui demandait « Qu'est-ce que vous pensez de la radio ?» À l'époque, ça faisait 14 ans que la radio existait. Donc ça faisait moins de temps que le temps qui nous sépare d'Internet. Donc ça fait 20 ans qu'Internet existe. Et donc c'était quelque chose d'encore très très nouveau, la radio. Et donc on demandait à Bartók, est-ce que vous pensez qu'il faut écouter vos œuvres à la radio? Et Bartók a dit, ah non. Sauf si vous lisez la partition en même temps.
à la même époque, Stravinsky disait on ne peut pas avoir un rapport uniquement auditif à la musique, il faut en avoir une vision. Soit lire les partitions, soit aller au concert. Parce que l'œil guide les attentes et la musique, ça n'est fait que d'attente. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Pour deux raisons. Premièrement, pour trois raisons. Premièrement, parce que pour Bartók, en 1937, il est évident qu'on doit savoir lire la musique. Alors, vous allez me dire, bah, ça c'est typiquement un truc de bourgeois. Ben oui, mais mon grand-père qui conduisait des locomotives, il la lisait la musique. Et si vous regardez les films de René Clair, des tout premiers films de René Clair, il y en a un en particulier, je crois que c'est Sous les toits de Paris, il y a des chanteurs des rues qui distribuent des chansons et les gens lisent la musique dans la rue, à Marseille, à Paris, partout. C'était une chose basique. Et on a désappris à lire la musique tout simplement parce que le phonographe et la radio sont arrivés et nous ont dispensé de savoir jouer. Je disais tout à l'heure, j'ai un point de vue pharmacologique, c'est-à-dire le poison est aussi un remède. Bartók ajoute, attendez, comprenez-moi bien, je ne suis pas contre la technique. Aujourd'hui, je fais de la musicologie, j'ai fondé une vraie musicologie grâce à Thomas Edison, parce que grâce à lui, avec le phonographe, je peux enregistrer les musiques de Transylvanie, les musiques d'Igan, les transcrire, les inscrire dans ma propre musique. Je suis amateur de musique de Transylvanie, de musique populaire, et mon amateurat, mon amour de cette musique populaire, je le transforme par les partitions avec le phonographe. Il dit ça en 1937, et il se trouve qu'exactement la même année, je vous jure que c'est vrai, un type à 17 ans, il s'appelle Charlie Parker, en 1937, il utilise le phonographe pour décomposer les chorus de Lester Young et il apprend la musique avec le phonographe et il invente le jazz moderne. Donc ce que je veux vous dire, c'est que il y a des processus qui relèvent de ce que j'appelle moi l'organologie des savoirs qui nous font désapprendre des choses et qui nous permettent d'apprendre d'autres choses. Et je pense que dans l'Occident du XXe siècle, on a énormément désappris, surtout à la fin du XXe siècle, parce que les industries culturelles se sont emparées de ces technologies pour nous prolétariser, et que ça ne s'est pas passé comme ça dans tous les pays. Voilà. Il y a des endroits où les choses se sont passées autrement, y compris la Pologne communiste, que je ne défends pas du tout, hein, je sais pas, même si moi-même j'ai été membre du Parti communiste à une époque, mais je ne défends pas du tout la Pologne de Jaruzelski, des staliniens, mais en même temps, j'ai vu une exposition à Londres d'un artiste anglais qui s'appelle, j'arrive plus à retrouver son nom, ça me reviendra tout à l'heure, qui a déterré, si j'ose dire, les films qui étaient faits par les ciné-clubs polonais. Parce que dans les ciné-clubs en Pologne, on ne se contentait pas de regarder des films, on en faisait. Et toutes sortes de films extrêmement intéressants sont sortis de là. Le gouvernement polonais, enfin le Parti communiste polonais faisait faire ça, pas forcément avec de très bonnes intentions, c'était une manière de mobiliser la classe ouvrière au service de la propagande du parti, mais en même temps ça a donné des choses extraordinaires qui d'ailleurs ont été présentées dans un film de Kieślowski qui s'appelle L'Amateur, qui est un des bons films de Kieślowski, que par ailleurs je n'aime pas beaucoup, en tout cas dans tout ce qu'il a pu faire en France, mais où il parle de cela. Voilà, donc c'est cette réalité un peu compliquée que je voulais évoquer en parlant de Hassan Zabian, mais pour en parler vraiment, il faudrait voir le film Close Up et aussi Salam Cinéma de Marc Palmaf. On s'approche de notre heure, je crois. Il y avait une question que j'ai quittée tout à l'heure qui était par ici. Elle a disparu. C'était vous, monsieur? Voilà. Bon, je vais faire assez vite. En fait, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit à la fin de votre conférence. Vous disiez que le champ culturel n'était pas ou ne doit pas être une consommation en fait d'œuvres d'art. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'année prochaine, ici à Marseille, la ville sera la capitale européenne de la culture. Et justement, j'aurais aimé avoir votre avis sur cette labellisation comme ça des métropoles, et notamment sur le fait que c'est des dires des organisateurs. Marseille 2013 sera un accélérateur d'Euromède, c'est-à-dire du processus de réhabilitation des quartiers nord et portuaires de la ville. Donc vraiment un enjeu de valorisation économique. Et voilà, enfin, justement, comment dans cette
comment ramener en fait du politique dans le culturel quand on est embourbé comme ça dans un entremêlement entre économique et culturel, enfin que rien n'est distinguable à ce niveau-là. Ouais, oui, par rapport à ça, je pense un petit peu ce que je disais à propos tout à l'heure des créatifs et de ce que j'appelais, en commentant ce dont vous n'aviez d'ailleurs pas parlé vous-même, mais ce qu'on appelle l'économie créative, ces labellisations de capitales européennes de la culture ont parfois produit des catastrophes. J'en veux pour preuve, par exemple, ce qui s'est passé à Porto, où on a construit un théâtre pour Porto, capitale de la culture, et que ce théâtre, finalement, est vide aujourd'hui. Et donc, ce sont des plaquages, parfois, et des échecs terribles, et qui ont parfois même cassé des dynamiques culturelles locales. Je ne donnerai pas de lieux, parce que mais vous les connaissez mieux que moi, certainement, qui ont pu être absolument catastrophiques. Donc, très souvent, trop souvent, les dynamiques en question sont surtout du marketing territorial qui vise à créer de l'attractivité économique, je dirais, à la petite semaine, et d'ampleur extrêmement médiocre. Sans parler de la gentrification et de tout ce qui accompagne tout cela. Bon. En même temps, je ne veux pas, moi, opposer, je ne dirais pas qu'il y a la culture et le politique d'un côté, l'économie de l'autre. En tant qu'ancien marxiste qui reste toujours un grand lecteur de Marx, je ne crois pas du tout à la coupure entre le politique et l'économique. Je pense que la confusion des deux est une calamité, mais l'opposition des deux est aussi une calamité. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas du tout avoir peur de l'économie, il faut réinventer une autre économie. Est-ce que c'est une économie capitaliste ou non? Je laisse cette question à un autre débat qu'on aura peut-être plus tard ici, mais là c'est trop tard, mais je dirais qu'en plus ça ne m'intéresse pas beaucoup, c'est pas la question qui importe le plus. Moi j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps sur un livre de Robert Linard qui analyse les discours de Lénine sur le taylorisme, où Linard montrait en 1974, je crois, qu'en 1905 ou 1910, Lénine était farouchement anti-taylorien, et qu'ensuite il a mis en œuvre le taylorisme à l'intérieur même de l'Union soviétique, et que voilà, il présentait avant la révolution soviétique le taylorisme comme il appelait ça le diable capitaliste. Et puis après il l'a mis en œuvre dans la compétition contre le capitalisme, donc, et dans des conditions souvent bien pires que dans le monde capitaliste, parce qu'au moins les ouvriers de Ford effectivement pouvaient acheter des bagnoles. Je ne dis pas que c'était bien, mais ils étaient certainement beaucoup mieux traités. Donc quoi qu'il en soit, je pense aujourd'hui, moi ce que j'essayais de dire, c'est que j'ai commencé en disant, en saluant d'ailleurs le nom de la cité comme le nom d'une troupe de théâtre qui honore la fonction politique de théâtre, et ça, je trouve ça fondamental. Mais pour moi, la politique, ça a tout à voir avec l'économie. Et donc, il ne faut pas déserter l'économie. Par contre, il ne faut pas se laisser dicter des modèles économiques venus de l'extérieur, et en particulier au service d'une instrumentalisation de la culture, par exemple. Par exemple, le commerce, je ne parle pas simplement du Festival d'Avignon, ou de l'hôtellerie, etc. Ce qui n'est pas d'ailleurs non plus une chose qu'il faut mépriser et négliger, parce que c'est très important que les villes vivent aussi, que le commerce vive, etc. C'est pas tout. Simplement, le problème, c'est, comme je le disais tout à fait au début, c'est l'ordre des questions. Par quoi on commence? Quelles sont les priorités? Pourquoi on fait ça d'abord? Eh bien, on fait ça d'abord pour reconstruire de l'individuation collective, c'est ça le sujet. Et cette individuation collective, je soutiens avec Arsène Lustrix qu'elle va être au service aussi d'une individuation économique, c'est-à-dire d'une reconstruction de la capacitation, ce que j'appelle une recapacitation au sens d'Amartya Sen, l'invention d'une économie beaucoup plus démocratique, etc., etc. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Juste un grand merci, et je suis très heureux d'avoir passé cette soirée avec vous et de l'avoir passé également avec vous. Merci pour votre écoute. Juste un petit clin d'œil, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la librairie qui est à la sortie, l'Histoire de l'œil, voilà, si vous